Je me vis un peu comme une sorte d'entrepreneur sportif, parce que tout ce que j'ai fait, même si ça n'a pas l'étiquette d'entreprise, dans la réalité, ça correspond, je pense, à ce que les gens font dans une entreprise. On se trouve à ce moment-là, effectivement, dans une forme de campagne de presse qui va durer plusieurs mois. Et c'est très difficile parce que vous êtes en situation de crise permanente. Quand on a une communauté aussi large, toutes les problématiques qui sont dans la société, des questions de société, nous les retrouvons dans le monde du football. Bonjour, je suis Philippe Diallo, je suis président de la Fédération française de football et j'aimerais passer un moment avec vous pour vous dire un peu plus qui je suis et puis vous parler du football français qui est un merveilleux sport dont j'aimerais partager la passion avec vous. Alors, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Le football, c'est bien plus qu'un sport, c'est une passion qui traverse les générations. Mais derrière les buts et les célébrations, il y a aussi un autre match. Un match qui se joue loin des pelouses, un monde de décisions stratégiques, de crises à gérer, de négociations, d'équilibres politiques à maintenir. Un monde où chaque choix peut avoir un impact sur des millions de passionnés. Mon invité d'aujourd'hui est au cœur de ce système puisqu'il dirige l'une des institutions sportives les plus puissantes du pays, la Fédération française de football. Depuis son bureau, il doit arbitrer les intérêts des clubs, des joueurs, des supporters, des diffuseurs, tout en protégeant l'avenir du football français. Mais comment prend-on des décisions quand tout un pays vous regarde ? Comment dirige-t-on un sport qui déchaîne autant de passion et parfois autant de critiques ? Et que se passe-t-il vraiment dans les coulisses du football ? Le temps d'une pause, il va nous répondre et nous ouvrir les portes de cet univers. Bonjour Philippe Diallo. Bonjour Alexandre Mars. Comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien. Merci de m'accueillir d'abord, parce que c'est un podcast, je crois, qui a un fort rayonnement. Et donc, je suis ravi de pouvoir y participer. Moi, je suis ravi de t'avoir. Et puis, c'est vrai que les gens qui vont nous écouter, il y en a certains qui te connaissent. Ils te connaissent certainement comme président d'une fédération. Mais on ne devient pas président de fédération tout d'un coup. Il y a tout un parcours. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse et va intéresser les gens qui nous écoutent. Comment t'es arrivé là ? Alors, toi, tu n'es pas forcément, on va commencer au commencement, puisque tu n'es pas forcément un Parisien de souche, puisque tu es né à Saint-Nazaire. Donc là, on est en Loire-Atlantique. Absolument. Et donc, tu grandis là, une famille qui aime le sport. Là, tu en as parlé de ton papa qui est champion de France, alors pas de football, hein. Non. Un autre, ce qu'on appelle le sport noble, hein, de boxe. Et donc il a représenté, donc champion de France, mais il a représenté son premier pays, puisque c'était le Sénégal, hein. En fait, il est né au Sénégal, mais à une époque où le Sénégal était français. Donc, en fait, il a toujours eu la nationalité française, puisque jusqu'à l'indépendance, donc tout le monde était français. Et puis, au moment de l'indépendance, on a demandé aux gens de savoir si ils souhaitaient acquérir la nationalité sénégalaise. Lui avait déjà engagé sa vie en France. Il avait été marin dans la marine nationale, et puis il avait déjà participé à des sélections d'équipes de France militaires, et donc il a très naturellement conservé la nationalité française pour s'établir en France et y faire sa vie. Et donc sportif de très haut niveau, c'est un Olympien. Oui, absolument. Il a découvert la boxe en fait dans la marine nationale, puisqu'il avait un amiral qui était fan de boxe et qui l'a pris avec lui pour s'amuser, faire du sport. Et puis il s'est trouvé qu'il avait quelques talents. Donc il a commencé à faire les championnats du monde militaire. Et puis ensuite, sorti de l'armée, il a fait tout le parcours des sportifs de haut niveau jusqu'aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome, où donc il a représenté la France. C'était pas les meilleurs Jeux Olympiques. C'est la fameuse photo de Faisan avec le général de Gaulle
en survêtement avec sa petite valise, qui disant vraiment dans ce pays, il faut que je fasse tout, qui a été le début d'une nouvelle politique sportive en France. Et puis ensuite, il a poursuivi une carrière professionnelle. Qu'est-ce que toi, justement, là, on parle évidemment, et c'est la même chose avec tes enfants, on essaye, on tente le plus possible de transmettre le mieux possible. Toi, qu'est-ce que ton papa et ta maman t'ont transmis dans ces années-là? Est-ce que toi et ton papa, d'abord militaire, c'est déjà un axe fort, et encore une fois, un respect immense pour cette profession. Et derrière, c'est quoi? Tu l'as vu travailler très dur, justement, pour arriver à ce niveau-là? Est-ce qu'il avait comme tous les sportifs de haut niveau? T'as senti ça très tôt, toi? Non, parce qu'en fait, moi, je suis né à un moment où il terminait sa carrière, et donc j'ai pas vraiment de souvenirs de lui sur un ring, j'ai pas de souvenirs particuliers. Photos, en fait. Voilà, j'ai beaucoup de photos, des films, mais j'ai pas de souvenirs personnels d'avoir été voir son papa sur un ring, ainsi de suite, boxer. Donc j'ai pas ces souvenirs-là. J'ai simplement ce que peut faire un papa avec ses enfants, c'est-à-dire plus des histoires qui sont racontées plus tard sur tel ou tel épisode de sa carrière sportive, et qui transmet d'abord une forme de goût du travail et de l'effort, parce que la boxe, c'est un noble art, comme tu le disais, mais c'est aussi un art très exigeant, physiquement, mentalement, et donc ça demande beaucoup de travail et d'abnégation. Parfois, et tu le sais très bien avec certains sportifs, on voit des footballeurs que tu connais très bien, ils poussent leurs enfants à essayer d'être bons, de commencer très tôt. Toi, ton papa, il s'est dit, moi, je veux que mon Philippe, il soit aussi boxeur, ou pas du tout? Pas du tout. D'accord, il t'a pas du tout poussé dans cette voie-là. Pas du tout, parce que justement, la boxe, encore une fois, c'est un sport particulier où le principe veut qu'on prenne des coups. Et il ne m'a jamais poussé vers ce sport-là, au contraire, il m'a mis plutôt en garde contre ce sport-là. C'est vrai. Donc il n'y a jamais eu effectivement quelqu'un qui m'a dit fais comme ton papa. Et très jeune, moi ce qui me plaisait c'était le football. Et donc c'est pour ça que quand je dis très jeune, moi j'ai commencé à jouer au football à 6 ans. Donc oui, tu vois que c'est très très jeune, et j'ai commencé à jouer en club déjà, ou juste avec les copains en bas de la maison? En club, puisque à 6 ans j'étais à l'école de foot, et je suis rentré tout de suite au FC Nantes. Mon premier entraîneur dans l'école des jeunes, c'était Jean-Claude Ciodo. C'est pour ça que j'ai été bien formé tout de suite, parce que j'ai eu certainement une des légendes de l'entraînement français, des entraîneurs français, avec lequel je me suis retrouvé, évidemment, tout petit garçon, à m'entraîner. Alors, il faut bien comprendre, là, pour les gens qui nous écoutent, tu étais très bon. J'ai été bon dans les catégories d'âge dans lesquelles j'ai joué, puisque j'ai commencé à 6 ans, et puis à l'époque c'était pas comme aujourd'hui avec les U13 et U14, on était poussin, puis ensuite on était pupille, minime, cadet, junior, c'était ça les appellations de l'époque, et moi j'ai joué dans toutes ces catégories-là, et le FC Nantes était un club de très haut niveau, plusieurs fois champion de France, et très bon dans la formation. Voilà, et les Sailly, les Deschamps. Voilà, moi j'ai connu... T'étais dans ces années-là, toi? Moi je suis dans des années entre deux. C'est-à-dire que moi j'étais entre la génération, pour ceux qui suivent un peu le club, des José Touré, qui était un peu plus âgé que moi. Et puis en dessous de moi, il y avait des gens comme Didier Deschamps, comme Marcel Desailly. Et là-dessus, il y a une légende. Est-ce que c'est une légende? T'aurais été élu meilleur joueur d'un tournoi très connu, des tournois jeunes, qui s'appelle Montaigu. Est-ce que tu as vraiment été... À l'époque, c'est donc des tournois de mémoire qu'on joue vers 13-14 ans. Et c'était considéré comme le mondial des clubs de cette catégorie d'âge. Et donc, moi, j'ai joué 2 années de suite ce tournoi. Une fois, on a été jusqu'en demi-finale, et une fois, on a gagné. C'était la première fois qu'une équipe française gagnait ce tournoi, et donc ça reste un souvenir de jeunesse incroyable d'ailleurs, parce que... Mais toi, t'étais... Et donc j'ai été... J'aime bien que tu parles les autres avant toi, j'adore. J'ai été effectivement, nominé, désigné parmi les bons joueurs de ce tournoi, oui, voilà. Quand on dit bon joueur, t'as eu le fanion à la fin, ou pas? Je sais plus si j'ai eu effectivement meilleur joueur, ou mes plus beaux buts, enfin je sais plus ce qu'il y avait. Tu t'es attaquant, toi? C'était quel poste que tu as? Moi, j'ai joué numéro 10. D'accord. Je jouais numéro 10 dans l'équipe. Le stratège. Voilà. On voyait déjà quelque chose qui arrivait plus tard. En tout cas. Donc, le FC Nantes, club pour toi de cœur absolu, les en tout les cas, jaunes, ce sont des... Moi, j'ai joué, encore une fois,
toutes ces catégories d'âge, parce qu'il y a eu le tournoi de Montaigu, j'ai joué le championnat de France cadet, j'ai joué la Coupe Gambardella, j'étais un an au centre de formation à Nantes. Et c'est des années de jeunesse et surtout d'amitié. C'est-à-dire que quand on joue à ce moment-là, on joue parce qu'on aime le jeu. Et puis parce qu'on a en le foot, il y a une équipe, et moi, j'ai gardé des contacts avec des joueurs avec lesquels je jouais à 13 ou 14 ans et qui sont restés des amis. Et c'était d'abord ça, c'était le partage d'une amitié. Et quelques-uns de ces jeunes avec qui tu jouais dans la Gambardella, qui est la Coupe des jeunes, ou à Montaigu, sont devenus des joueurs en équipe de France ? Non. Non, aucun. Dans votre petit groupe-là. Aucun, c'était pas la bonne année. Et justement, par rapport à ça, toi, à quel moment tu as su que tu n'allais pas faire carrière ? On m'avait demandé de venir au centre de formation. C'était des gens... Alors, j'ai retrouvé Jean-Claude Ciodo, à l'époque, qui s'occupait du centre, puis Reynald Denoex, qui était au centre. Et moi, j'ai eu des entraînements avec, à l'époque, des gens comme Michel Derzakarian, qui a fait ensuite une très belle carrière, qui est entraîneur. Et moi, j'ai arrêté parce que mes copains avaient arrêté. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question, à ce moment-là, de niveau, alors sans prétention aucune, mais c'est parce que moi, je faisais du football par plaisir, par la volonté de retrouver mes copains et de jouer au foot avec eux. Et puis, il se trouve qu'ils ont arrêté les uns après les autres, et j'ai pris moins de plaisir à jouer à ce moment-là parce que les copains avec qui j'avais fait toutes ces années avaient arrêté. Mais tu ne penses pas que si tu avais eu un talent encore plus important, les gens ne t'auraient pas fait arrêter ou ils t'auraient dit tu dois revenir. Tu penses les gens du FC Nantes sont venus me revoir pour que je revienne au club. T'as dit non. Et j'ai arrêté à ce moment-là. À quel âge ça devait être autour de 17 ans, 17 ans. À qui tu discutes à ce moment ? Tu discutes avec tes parents de ça ? Non, c'est une décision personnelle parce que mes parents m'ont jamais poussé à faire du sport. Le principe chez moi, c'était de faire des études. Et donc, j'ai eu le dilemme que beaucoup peuvent avoir, c'est-à-dire que pour devenir un sportif, surtout à Nantes à ce moment-là, qui regroupait énormément de joueurs de très grand talent, il fallait être à très haut niveau. Et donc, on ne peut pas être à ce niveau-là en se dispersant. Et donc, quand vous avez des études, il faut au moment faire un choix entre poursuivre une carrière et s'y investir à 100% et faire des études. Et donc, moi, mes parents, ils étaient plutôt du côté « fais des études ». Alors que ton papa a été olympien pour représenter la France. On a ici, tu le sais, des pauses amicales, c'est-à-dire des gens qui ont envie de te poser une question. On a un certain nombre aujourd'hui, des gens qui ont traversé un moment cette vie à côté de toi ou avec toi. Et on va écouter la première question, quelqu'un qu'on a eu ici récemment, que j'apprécie beaucoup, qui est le directeur général du Paris Saint-Germain. C'est Victoriano, et on l'écoute. Bonjour Philippe, petite question pour le Nantais à l'oreille musicale que tu es. Parmi l'hymne nantais historique, Elmer Footbeat ou Triane, quelle est ta chanson préférée et peux-tu nous la fredonner ? Merci Philippe. Alors, il se trouve que Victoriano est nantais aussi. C'est pour ça que tout en étant au Paris Saint-Germain, c'est aussi un nantais. Il ne faut pas le dire trop fort. Je ne veux pas le dire trop fort, je ne veux pas lui causer de problème. Mais c'est vrai qu'il a grandi aussi là-bas. Il a grandi avec un amour aussi de ce maillot, comme toi. Et même après il dirige cet exceptionnel club. Alors, moi, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre parce que parce que tu veux pas fredonner, c'est ça ? Mais parce que les chansons entre guillemets de supporters, parce qu'à l'époque moi j'étais dans la tribune à Sopin. C'était quoi ? C'était à Sopin, c'était avant. A commencé à Sopin et puis après je suis allé à la Beaujoire, la tribune noire. Donc je connais bien ces endroits-là et c'était pas ça, c'était des hymnes de supporters sur allez les Canaries, voilà, c'était plus ça C'est ça, allez Canaries, c'était votre chant de guerre. Voilà, il y avait ça. Non, c'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Oui, ça dépend. Hein. Je pense qu'il y a des parfois. Et d'ailleurs, on le voit. D'ailleurs, on s'arrête 2 secondes là-dessus. Des choses dont j'aime parfois dans certains stades, malheureusement, de football, ce qui existe quasiment jamais dans un autre sport qui est le rugby, qui est une d'autres grandes fédérations. On voit des choses qui sont dites, qui sont pas extrêmement agréables. Il y a une chose qui a été décidée récemment, c'est d'arrêter les matchs à des moments quand il y a essentiellement des insultes portées ou des propos homophobes ou racistes. Toi, c'est quelque chose que tu as poussé. Tu penses que c'est normal, justement, que ces moments, et que c'est pas aller les Canaries comme on peut imaginer. Toi, en tant que président de fédération, tu trouves que c'est... Moi, tous ces chants-là, je les ai connus tout petits.
Parce que tout petit, dans les stades, la sensibilité de la société n'était pas la même et il y avait effectivement un certain nombre de propos qui sont aujourd'hui condamnés. Donc, moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller dans les stades avec sa famille, avec ses enfants, en toute sérénité, à la fois physique, mais aussi auditive. Et donc, j'ai été amené en juillet dernier à aller voir les arbitres pour leur dire il y a des protocoles concernant notamment les chants homophobes ou les chants racistes. Il faut les appliquer. Et donc, cette saison, vous avez dû voir qu'à plusieurs reprises, il y a des matchs qui ont été interrompus parce qu'il y avait des chants qui sont inappropriés dans les stades. Donc, c'est jamais agréable pour les équipes, pour les joueurs. Mais je pense que c'est la responsabilité d'une institution comme la Fédération d'essayer de faire en sorte que nos stades soient des lieux dans lesquels on puisse se rendre pour partager ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le plaisir d'un moment autour du jeu. Et donc, moi, j'ai demandé qu'il y ait effectivement ces protocoles, et je félicite les arbitres d'ailleurs, parce que c'est pas simple pour eux non plus d'intervenir lorsque c'est nécessaire sur ces moments-là. Ces cas en Ligue 1, Ligue 2, Ligue professionnelle, est-ce que c'est quelque chose que ces protocoles sont aussi mis en place quand c'est en départemental, en régional, en division 5? Ça, c'est l'autre version, c'est-à-dire qu'il y a les pros qu'on voit à la télé, et puis il y a tout le monde amateur, parce que le football, c'est aujourd'hui 2 400 000 licenciés. C'est 1 million de matchs par an. C'est 12 000 clubs en France. Et donc, les pros, c'est la face émergée de notre activité, mais l'essentiel, c'est tous ces matchs amateurs qui sont joués par des jeunes filles, par des jeunes garçons partout en France. Et il s'avère que, là aussi, on peut entendre le dimanche matin, autour d'une main courante, des propos, des attitudes, des comportements agressifs, parfois même qui débordent sur une agression physique. Et donc, en me baladant un peu partout en France, en rendant visite à nos clubs, un peu partout, j'ai entendu ce bruit autour des incivilités, aux propos autour des agressions verbales, des agressions physiques. Et donc j'ai dit, ça, il faut qu'on essaye d'y mettre un terme. Et donc c'est pour ça qu'on a, toute cette saison, déployé tout un programme, à la fois éducatif, c'est-à-dire former les gens à la gestion de conflits. On a mis en place des outils. C'est pour ça que cette saison, sur 38 départements, on a mis des caméras portatives sur les arbitres. Tous les arbitres ? Sur tous les arbitres, sur les matchs qui sont répertoriés comme à risque dans le football amateur, pour qu'il y ait des arbitres qui portent ces caméras. Ça fait combien aujourd'hui ? Parce que combien vous avez d'arbitres qui... On a aujourd'hui 26 000 arbitres en France. On s'est fixé comme objectif d'en avoir 28 000 en 2028. Et justement, quand tu es le week-end qui arrive là, combien... Parce que là, comprenons bien, ce n'est pas pour tous les matchs à risque. Tu en as combien de matchs à risque qui sont remontés à la fédération chaque week-end ? On a tout un arsenal. D'une part, si je reparle des caméras, on a mis en place, nous, à peu près 200 caméras pour équiper des arbitres. Et donc, il appartient ensuite à nos responsables de district de voir que dans tel ou tel endroit, il peut y avoir un risque. Et donc, de faire porter à l'arbitre cette caméra portative qui fait en sorte qu'il peut y avoir un effet de dissuasion parce que les gens savent que l'arbitre, il porte une caméra et qu'il peut éventuellement les filmer. Et puis aussi, lorsque malgré tout ça déborde, de se servir de ces images comme une preuve lorsqu'on a des commissions de discipline ou dans les cas les plus graves, lorsque la justice a à se saisir de ça. Et donc ça, c'est une évolution forte qui n'existait pas par le passé. Toi, en tant que président de fédération, tu reçois un message tous les dimanches soirs pour vous dire comment s'est passé le week-end. On te prévient, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent parce qu'ils peuvent se poser la question parfois, le président d'une fédération, c'est quoi son job au quotidien ? Et justement, c'est un peu ça qu'on va essayer de leur faire comprendre, c'est que tu gères une entreprise, que tu as justement des remontées d'informations, tu as des décisions à prendre. Ces remontées d'informations, elles sont régulières. Justement, vous avez un document ou uniquement quand il y a vraiment des soucis. On a d'abord, évidemment, une focalisation sur les matchs professionnels, puisque les arbitres sont mis à disposition des clubs professionnels par la fédération. Donc,
quand il y a des incidents, il m'arrive très fréquemment, durant le week-end, de recevoir des messages d'alerte de la part de nos responsables fédéraux qui sont sur les matchs, des délégués, notre direction de l'arbitrage, qui me dit attention parce que là, il s'est passé quelque chose et on peut à ce moment-là de voir quelle est la réaction qu'on doit avoir. Et puis ensuite, sur le football amateur, j'ai dit 1 million de matchs. Donc heureusement que tout ne me remonte pas en direct. Donc ça remonte d'abord aux instances qui sont directement concernées, soit au niveau des districts, un département, soit au niveau d'une région. Et puis, pour certains cas, ça peut remonter jusqu'à la fédération, selon la gravité des cas. On va revenir sur ton parcours, parce que là, je te retrouve, toi qui t'amuses un peu moins à faire du football vers 17 ans, te dire tiens, et les parents qui disent il faut quand même que tu fasses des études. Donc, ils ont été heureux, tes parents, parce que tu as fait des belles études. Donc, je te retrouve là, à Paris. Toi, ton arrivée dans une institution comme Sciences Po, parce que je te retrouve quelques années justement après cet arrêt du football à Sciences Po, comment il se passe cette arrivée, toi, qui est le gamin de Loire-Atlantique, qui arrive dans cette ville, et encore une fois, c'est une ville qui est par beaucoup d'aspects, parfois un petit peu anxiogène. Toi, tu étais heureux, c'était les 20 ans à Paris, tu n'as pas vraiment posé de questions là-dessus, comment tu as vécu ça? Oui, moi je suis arrivé étudiant à Paris, connaissant pas forcément beaucoup de gens, mais avoir quelques points de repère. Et puis moi, c'était plutôt l'image de celui qui monte à Paris et qui découvre la ville lumière. Donc moi, c'est des années heureuses. Fallait qu'on te freine un peu. D'étudiants avec beaucoup de sollicitations à Paris. On va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à arriver à Paris. Et j'adore d'ailleurs cette ville qui est d'abord esthétiquement merveilleuse. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir en arrivant. Et puis, ça s'est conjugué assez rapidement avec des études, effectivement. Et là aussi, j'ai été ravi intellectuellement parce que ça m'a permis de côtoyer quelques-uns des plus brillants cerveaux, en tout cas dans ce que je... Par exemple, qui sont les personnes qui... J'ai des gens peut-être qui sont moins connus du grand public, mais qui sont des gens que j'ai trouvés très brillants. Des professeurs. J'ai eu des gens, par exemple, moi je faisais beaucoup de sciences politiques à l'époque. Et donc j'ai eu des gens comme Gilles Kepel, qu'on voit beaucoup sur les plateaux de télé maintenant pour parler du monde musulman, du monde arabe. J'ai eu des gens comme Pierre Manant, parce qu'il y avait toute une filière dite aronienne. Donc toi, tu es un grand Raymond Aron. Donc là, donc aronienne. Donc il y avait tout un cours autour de gens comme Jean-Claude Casanova, qui est aujourd'hui le directeur de la revue Commentaire, Pierre Manant. Et toi, dans ces années-là, quand tu arrives, est-ce que tu vois dans cette ville parisienne, à Sciences Po ou ailleurs, une sorte d'entre-soi? Est-ce que parfois tu vois que t'es vu comme justement le régional qui monte à Paris? Est-ce que tu le prends comme c'est fun à 20 ans, ou tu te rends compte que déjà tu représentes pas pareil, puisqu'on l'a bien vu, pour ceux qui voient, ceux qui te connaissent, t'es pas, on va pas dire que t'es blanc de souche, t'es pas, voilà. Est-ce que toi, tu l'as vécu ça assez peu? Tu as eu des moments qui ont été, comme beaucoup malheureusement, difficiles, ou assez peu? Moi, je vais pas me victimiser dans la mesure où j'ai pas ressenti directement ça. J'ai vu les choses, parce que par exemple, moi j'ai fait Sciences Po, et je sais pas, il devait à l'époque y avoir 600-800 élèves. Je devais être le seul élève de couleur à Sciences Po, par exemple. Moi, le seul. Je pense que j'étais à peu près le seul dans l'école. Donc, évidemment qu'on voit assez... Tu ressors On ressort assez vite parce qu'il n'y avait pas, évidemment, à l'époque, de politique de discrimination. Il n'y avait pas, comme ça a été fait après, d'essayer de sortir des élèves de banlieue avec des mentions très bien pour les faire rentrer. C'était Richard Delcoing qui a fait ça dans les années 2000. Et moi, j'étais les générations juste avant. Un peu avant. Et donc, voilà. Et donc, tu vois bien que tu ne ressembles pas exactement à tout le monde dans cette école qui était, et encore une fois, que moi j'ai beaucoup aimé, et qui était l'antichambre de l'ENA, et donc de l'accès aux plus hautes fonctions de l'État, puisque beaucoup d'élèves étaient là pour passer à l'ENA. Et d'ailleurs, tu as eu un professeur qui est devenu président. J'ai eu, il y avait dans les professeurs, j'avais François Hollande, c'est ça, qui était un de tes professeurs. Qui faisait avec un cours d'économie avec Pierre Moscovici, parce qu'il faisait un cours à deux. Ton objectif quand tu rentres à Sciences Po, pour connaître un certain nombre de jeunes qui sont passés par Sciences Po, qui sont à Sciences Po aujourd'hui, ils ont cette volonté de travailler pour justement la chose publique, et beaucoup à l'époque, encore plus avant qu'il y ait un changement à Sciences Po, mais aussi de l'ENA. Leur objectif, c'était, pour un certain nombre,
d'être président ou d'être ministre. Tu l'as eu, entre toi et moi, tu l'as eu, on l'a forcément. Moi, j'avais en tout cas, je pense... Tu te voyais politique? Je ne sais pas si je me voyais politique, mais en tout cas, j'avais, je pense, le sens de l'État. C'est-à-dire que j'avais, je pense, la volonté... de faire que ma vie ne soit pas uniquement centrée sur moi-même, mais de se dire, voilà, moi j'ai réussi à rentrer dans cette école, il est possible qu'un jour j'ai des responsabilités, et je voulais être un acteur de la vie collective, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse participer à la construction d'un intérêt général. Voilà, ça j'ai eu ça très tôt. Moi je crois beaucoup aux rencontres, des moments qui vont faire que tu vas bifurquer, faire quelque chose. Est-ce que toi, tu crois vraiment au destin? Tu crois qu'il y a un moment ou un autre où en tout cas, il y a des rencontres qui se font parce que, évidemment, encore une fois, quand dans les années 80-90, on est dans une école comme Sciences Po, le sport, c'est même pas dans les radars. Les radars, encore une fois, je dis, c'est la haute fonction publique, c'est les grandes entreprises, des choses comme ça. Bon. Moi, j'ai été assistant parlementaire aidant parce que je trouve que j'ai une amie qui est devenue députée, qui avait personne, parce que c'était la plus jeune députée de France, et donc plus par amitié, je l'ai accompagnée pendant un an. Donc, ça a été un an d'apprentissage à l'Assemblée. Donc, ça, c'était drôle, c'était sympa. À cet âge-là, c'est sympa. Mais ce n'était pas, évidemment, ce que je comptais faire à terme. Et puis ensuite, j'ai été chassé par des cabinets. Et pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Pour aller faire, je devais en un moment, le truc le plus sérieux, c'était d'aller faire du lobbying à Bruxelles pour l'industrie pharmaceutique. Donc, un truc complètement différent. Et puis, au moment où je m'interrogeais par rapport à ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a parfois des rencontres. J'ai été sollicité par un président du FC Nantes, qui s'appelait Max Bouillet, et donc ça rejoint la carrière de foot au départ, et qui me dit, voilà, on est quelques présidents de club, on a monté un syndicat, mais on voudrait quelqu'un qui l'anime, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et donc, à l'époque, il n'y a rien, enfin, je veux dire, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de salariés, il n'y a personne, et je dis, bah ouais, ça me plaît, ouais. Et donc, je suis parti tout de suite, par cette rencontre. Tu n'as pas vraiment réfléchi plus que ça? Non, et je suis parti très vite. J'ai dû passer un entretien comme ça. Et puis, très vite, je me suis retrouvé patron d'un truc qui réunissait les présidents des clubs professionnels. Donc là, on parle de l'UCPF? L'UCPF, absolument. C'est ça, le nom des clubs Voilà, Union des clubs professionnels de football. Et qui, encore une fois, partait d'une feuille blanche quasiment. Je sais pas, je sais plus quel âge j'ai. Ça doit dater de 92 à peu près, peut-être. Je commence là-dedans. En 92. Tu as 27-28 ans, voilà. Tu fais ça. Et je fais ça, et bon, ça surprend encore une fois, parce que c'est très loin du parcours traditionnel, il n'y a quasiment pas de structure, c'est naissant. C'est un terme d'entrepreneur, en fait. Le football, ouais. Non, mais c'est vrai, Mais de toute façon, moi, je suis une sorte, je me vis un peu comme une sorte d'entrepreneur sportif, parce que tout ce que j'ai fait, même si ça n'a pas l'étiquette d'entreprise, dans la réalité, ça correspond, je pense, à ce que les gens font dans une entreprise. Ouais. Et à la fédération, aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, dans la fédération, je dois avoir moins d'1% d'argent public. Donc, ça fonctionne avec plus de 400 salariés. Donc, ça fonctionne effectivement. Il faut aller chercher les clients, il faut aller les convaincre, il faut les garder. Absolument. Donc, on est exactement... bienvenue dans ma vie. Hein. On est exactement dans ce mode de fonctionnement. Et puis, quand je rentre à ce moment-là... au-delà de la surprise de l'entourage, de la surprise de tout le monde de se dire qu'est-ce qu'il va faire là-dedans. Et j'ai à ce moment-là, je pense, une partie de chance, parce qu'on est au début des années 90. Et en 1984, pour la première fois, Canal+, nouvelle chaîne, achète du foot. Et le premier contrat, je crois qu'ils font, il est à 800 000 € par an. Et cet achat-là va conditionner quasiment les 30 ou 40 ans qui vont suivre, parce qu'à ce moment-là, le football va connaître une croissance absolument phénoménale, à travers notamment les droits audiovisuels et leur croissance, mais aussi par une industrie qui va croître de manière phénoménale. Et comme moi je suis là au départ,
j'accompagne cette croissance. C'est pour ça qu'il y a une partie de chance d'avoir été dans ce secteur au bon moment. Il y a quelqu'un qui a dit une fois de toi, et ça va te faire sourire comme je disais, parce que tu l'as entendu, il devrait jouer au loto. Tu te souviens? Oui. On en reparlera plus tard. Mais là, ça ne m'étonne pas que tu me parles de Canal+, parce que c'est un acteur essentiel du sport en France depuis le premier jour de 1984. Ça ne m'étonne pas que tu me parles de 1984, parce que d'après vous, quelle était l'équipe qui jouait ce premier match diffusé par Canal+ au Stade Louis II? C'était Nantes-Monaco. Et voilà, c'est Monaco-Nantes. Le premier match diffusé par ça Canal+ m'étonne pas en que tu t'en souviennes. 1980. Je ne me souviens pas que tu t'en souviennes encore très bien. Absolument. Donc là, c'est ces années-là. Donc tu construis tout. Ouais. Les présidents de club, il faut bien imaginer que le football à l'époque ce n'est pas uniquement médiatisé, même dans ces années 90 où tu prends cette direction. C'est que les montants ne sont pas les mêmes. Tout autour du foot est différent. Tu construis, ça qui est génial, c'est que tu grandis avec cette organisation. Cette organisation, d'ailleurs, tu vas y passer un certain nombre d'années. Mais on va s'arrêter 2 secondes avant de revenir justement sur ces moments importants par une autre pause amicale. Quelqu'un que j'aime également beaucoup, à qui j'ai eu la chance de pas mal collaborer pendant les Jeux de Paris 2024. Quelqu'un qui a travaillé avec toi, et d'ailleurs on va l'entendre à quel moment, il y a longtemps de ça, qui était aussi une ministre d'État, puisqu'elle était ministre du Sport. On parle de Marie Barsac. On écoute la question de Marie. Bonjour Philippe, c'est Marie Barsac. J'espère que tu passes un bon moment avec Alexandre et je me demandais si tu évoquais ce moment si singulier que nous avons vécu il y a 20 ans autour de la Convention collective nationale du sport où nous avons pas mal ferraillé l'un contre l'autre, je dois dire, puisque toi tu défendais le fait que le football soit en dehors de la Convention collective et moi avec plein d'autres acteurs qu'évidemment le football y soit pleinement intégré. Je te laisse raconter la fin de l'histoire qui a d'ailleurs connu un beau développement puisque aujourd'hui, c'est toi qui défends les intérêts du sport et pas seulement ceux du football en matière de dialogue social. Alors, je disais qu'on n'était pas toujours d'accord, mais on s'entendait quand même sur un point, la beauté du Pays Basque. Alors, ma question, c'est quel est ton lieu préféré dans la région, sachant qu'attention, Alexandre est lui aussi un connaisseur et un amoureux de la région. À très bientôt. Qu'est-ce qu'elle est géniale, cette Marie. Alors, je la connais depuis effectivement très longtemps. Ouais, donc raconte-nous. Alors là, tu as 2 questions. Donc c'est exceptionnel pour Marie. On accepte 2 questions. La première, raconte-nous. Elle dit ferrailler parce qu'elle est politiquement correcte, Marie. Et donc ça a été un moment aussi de discussion entre eux. Et c'est quelque chose. C'est pour ça que je voulais qu'on en revienne aussi là-dessus. C'est parfois vu. En tout cas, toi, je sais que c'est pas aujourd'hui ce que tu veux, mais c'est quand même vu parfois comme le football dans tous les sports prend une proportion tellement importante qu'il y a beaucoup de petits sports. Et c'est un peu ce sujet-là. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est terminé? Parce que je crois que pour une fois, c'est pas toi qui as gagné il y a 20 ans de ça. C'est ça. Non, tu me rappelles de ça. Et puis, justement, l'évolution de ça, et on reviendra après sur le Pays Basque. Bon, le sport, c'est une activité assez jeune. Là, on parlait du football, et donc qu'il y avait tout à construire, où il y a beaucoup de choses à construire au début des années 90. C'était un peu pareil pour le sport. Le sport, c'était un domaine d'activité où il n'y avait pas de convention collective nationale, connexion de branches. Donc Marie, avec beaucoup d'autres, avait initié au milieu des années 90, on est en 96-97, un travail pour doter le sport d'une convention de branche, pour organiser le dialogue social entre les employeurs et les salariés du monde du sport. Et évidemment, quand on parle du sport, elle visait à intégrer tout le monde dans cette convention. Et moi, à l'époque, je suis à l'Union des clubs professionnels de football et il se trouve que le football avait, bien avant, créé son propre dialogue social. Là aussi, je me permets de remonter un peu en arrière, c'est qu'en 1968, pendant les événements de mai, les joueurs, le syndicat des joueurs, investit le siège de la fédération et fait la grève. Et ça crée évidemment un tumulte. Et dans le monde du sport, à ce moment-là, l'État essaie de trouver un médiateur pour réconcilier les clubs et les joueurs. Ce médiateur, à l'époque, est un jeune auditeur à la Cour des comptes, et il s'appelle Philippe Seguin. Et donc, c'est Philippe Seguin, amoureux de football, qui va, dans ces années-là, réconcilier tout le monde jusqu'à produire un texte qu'on appelle la Charte du football professionnel qui apparaît en 1973 et qui est une convention collective. Et donc le football, depuis 1973, a son propre accord collectif
pour les joueurs et les entraîneurs. Puis on va y ajouter, en 1984, une convention entre les personnels administratifs et les employeurs. Et donc le football, il a déjà 2 accords collectifs. Et donc quand Marie arrive avec sa volonté de faire une grande convention de branche, on lui dit, nous, c'est formidable, on a déjà, et donc on n'a pas forcément besoin d'un texte supplémentaire. Il y a toute des échanges, on va dire. On va passer là-dessus. Voilà. Ouais. Et à la fin, la position, c'est plutôt de dire, si le football a quelque chose, a déjà des textes, on va le laisser peut-être de côté, et on va faire une convention pour le reste du sport. Et puis, il y a un ultime arbitrage. De mémoire, c'est Jean-Louis Borloo qui doit être ministre du Travail et qui dit non, on va faire tout le monde dans le même périmètre. Et donc, on se trouve à ce moment-là absorbé, entre guillemets, par cette convention. Et ce qui a fait qu'avec Marie, on a eu ensuite des années de travail en commun, cette fois-ci sur le même banc, du même côté, pour défendre le sport. Et elle l'a brillamment fait pendant toutes ces années, jusqu'aux plus hautes fonctions qu'elle a pu exercer. Parce qu'elle a été à la fédération, elle s'est occupée de tout ce qui est héritage pour les Jeux de Paris 2004, elle a été ministre des Sports, et puis elle s'occupe de ces magnifiques stades qui sont les stades Arena. Arena aujourd'hui, les 2 grandes arénas, et le Bataclan d'ailleurs qui appartient aussi. Tout à fait. Donc merci Marie. Et cette question-là, je crois que Marie, c'est une amoureuse du Pays Basque, comme évidemment moi également. Et toi, il vient d'où parce que là, pour nous, Saint-Nazaire du Sud-Ouest, c'est le Nord pour nous. Donc qu'est-ce qui t'est fait? Pourquoi tu t'es perdu en bas là? Parce que là aussi, des amis vont dans le Pays Basque, ils me demandent de venir passer un week-end les voir, j'y vais, et je découvre la Côte Basque, je découvre Saint-Jean-de-Luz, Bidart, Biarritz, Guétari, enfin toute cette Côte Basque, l'arrière-pays, et je trouve ça formidable, et ensuite j'y suis retourné en permanence pendant 25 ans, 30 ans. Vous étiez là-bas en famille. Voilà, tout à fait. C'était un coin du Pays Basque. Moi, j'allais très souvent près de Saint-Jean-de-Luz, à côté de Saint-Jean-de-Luz, entre Saint-Jean-de-Luz et Rugne, pour ceux qui connaissent bien. Et quand tu y vas, tu y allais, tu vas moins aujourd'hui? J'y vais moins parce que je me suis aussi installé en Corse. Et donc, effectivement, je suis entre les deux. Mais il y a aussi du soleil. Il y a aussi, tu dis, merci de répéter, il y a quand même du soleil aussi dans le Sud-Ouest. Mais voilà, je pense que c'est une légende, parce que pour y avoir passé beaucoup d'années, on pense toujours à la pluie, tout ça, et en fait, il y a pas mal de soleil. Exactement. Voilà. Donc, ne pensons pas qu'il faut forcément fuir le Sud-Ouest pour trouver ça. C'est formidable. Merci Marie pour cette question. On continue toutes ces années-là, et puis il y a un moment important, si on suit cette carrière où tu suis en effet le développement du football professionnel. Et là, je te retrouve à la Fédération française de football. C'est une logique ou c'est juste parce que tu as une évolution de ces syndicats, puisqu'il y a 2 syndicats qui se créent, qui sont en face, qui après, on ne va pas revenir dans le détail, mais après qui en fait se refusionnent. Des choses un peu compliquées pour le commun des mortels. En tout cas, le petit cénacle comprend ces choses-là. Et toi, à ce moment-là, tu trouves moins ta place. Comment ça se passe là-dessus? C'est une rencontre avec le président de l'époque, il dit « rejoins-moi ». On arrive effectivement à l'automne 2020 et je quitte le nouveau syndicat qui s'est créé. Et je me retrouve à ce moment-là dans un moment où je dois réfléchir à la suite. Donc trouver un job, réfléchir à ce que je vais faire. Et sans l'avoir sollicité, je reçois un appel de Noël Le Graët à l'époque. Donc président de la fédération à l'époque. En exercice, et qui, sans l'avoir déclaré officiellement, songe à se représenter. Et il me sollicite et il me dit, puisqu'on se connaissait, il avait été président de la Ligue de football professionnel précédemment, et il me sollicite, il me dit, voilà, j'aimerais qu'on travaille ensemble, est-ce que vous accepteriez d'être sur ma liste ? Je suis disponible, et donc je lui dis oui. Quelques jours après, ou quelques semaines après, il revient me voir, il me dit, non seulement je voudrais que vous soyez sur ma liste, mais je souhaiterais que vous soyez mon trésorier dans la nouvelle équipe que je vais monter pour les élections qui avaient lieu en mars 21.
Et je lui dis oui. Et donc, c'est comme ça que, sans l'avoir forcément cherché, je suis sollicité, que je réponds oui à Noël Le Graët pour rentrer dans sa liste. Dans les élections de 2021, où tu te retrouves là, trésorier, et puis vice-président. Ouais. Ça a été ce départ du syndicat, ça a été une déchirure pour toi, ça a été difficile à vivre toutes ces années-là. Oui, il y a eu deux ans au moins compliqués, parce qu'il y avait une vraie rudesse dans les rapports entre les clubs, donc c'était difficile à vivre. Et donc on était moi en plus j'étais entre guillemets du côté UCPF historique, mais qui avait gardé en fait les clubs de Ligue 2, un club de Ligue 1 à l'époque simplement. C'est lequel à l'époque? Guingamp, qui était resté à l'UCPF, et puis petit à petit on en a gagné d'autres. C'est ça, il faut bien comprendre, il y a eu une sorte de scission. Il y a une scission entre les clubs. Entre des syndicats, voilà. Et donc il y a eu un nouveau syndicat qui a été créé, absolument, qui était dirigé par une autre personne, absolument, et puis toi qui étais l'historique, enfin c'est voilà. Il y a eu en fait une scission, ouais. Et puis cette scission finalement est devenue un peu une impasse pour les deux, et donc c'est pour ça qu'il y a un rassemblement à nouveau dans ce qui existe aujourd'hui, qui est le syndicat qui s'appelle Foot Uni, qui réunit les clubs professionnels. De la Ligue 1 et de la Ligue 2. Dans une fusion, quand vous avez deux directeurs généraux, il faut mieux être du côté du dominant que du dominé. Et moi, il se trouve que j'étais du mauvais côté. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis parti à ce moment-là. Et donc, c'est toujours un moment évidemment difficile, parce que quand vous avez passé de longues années, des années... 20 ans à diriger. Et puis des années heureuses, parce que j'étais heureux de ce que je faisais. C'est évidemment un moment difficile, mais parfois, quand d'un mal peut surgir un bien. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Mais merci Philippe, parce que c'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons parfois, Philippe, on raconte toujours la meilleure vision possible, la partie Instagram, et c'est important de savoir que parfois de certains moments difficiles, douloureux, en 2020 pour toi, c'est difficile. C'est pas, on préfère parfois avoir des trajectoires un peu différentes de celle-là, mais aujourd'hui tu ne serais pas là. Alors on serait peut-être ensemble, et tu serais peut-être là pour Foot Uni, mais ta trajectoire est totalement différente par un moment difficile, et ça c'est important pour les gens qui nous écoutent. Il y a aussi des moments pour nous toutes et nous tous, il y a des moments durs, il y a des moments où on n'a pas ce qu'on veut, il y a des moments où on n'a pas la sélection qu'on aimerait avoir, et pourtant on en fait quelque chose, et c'est ce qui s'est passé avec toi. Absolument, moi j'ai eu ces moments difficiles, évidemment, où il y a un moment de doute sur ce qui va se passer, sur ce qu'on va devenir, puisque... Et puis on n'a plus 22 ans. Et voilà, et donc non, il y a plein d'interrogations, mais qui sont celles, je pense, de milliers ou de millions de gens qui se retrouvent confrontés à ces difficultés. C'est pour ça que c'est important. Merci d'en parler, Marlène d'en parler comme ça. Tu te retrouves 2021, tout se passe bien, la fédération, ça se passe très bien. Mais là, il commence à arriver des vrais problèmes au sein de la fédération. Un scandale qui engloutit complètement le président de l'époque, qui était d'ailleurs aussi le président pendant des années de Guingamp. Toi, tu le vois arriver, ça? Là aussi, c'est un moment très difficile, parce que Noël Le Graët, président de la fédération, avait un bilan remarquable. Quand même voir, quand il a pris la fédération, elle sortait de Naïsna, notamment, de la grève des joueurs pendant la Coupe du Monde. Donc, c'est évidemment un moment dramatique pour le football français en termes d'image. En 2010, ces joueurs qui ne descendent pas du bus. Et donc, il y a beaucoup de choses à reconstruire. Il a reconstruit beaucoup de choses à ce moment-là, à la fois en faisant de la fédération, en la tournant vers le monde de l'entreprise, et puis des succès sportifs, parce que 2016, c'est la finale de l'Euro, et puis 2018, c'est la consécration avec la Coupe du Monde. Laisse-moi te couper, mais une finale, c'est pas un succès sportif. Je suis content que les Français, on aime toujours, toi, le numéro 2. Mais en 2018, on est champion du monde. 2022, on a été volé par les Argentins, donc c'est autre chose. Mais 2016 de pour le coup, on a perdu, mais c'était donc sportivement, c'était incroyable, une décennie incroyable. C'est quand même un parcours de très grande qualité. Et je me souviens très bien, c'est en septembre 2022, paraît un article qui au départ semble anodin, et qui va avoir beaucoup de répercussions, parce que cet article va être repris par toute la presse française. Et qui était cet article ? C'est un article qui paraît dans le magazine SoFoot, et qui fait une enquête autour du président de la fédération, Noël Le Graët, et qui l'accuse
d'un certain nombre de dérives. Et on se trouve à ce moment-là, effectivement, dans une forme de campagne de presse qui va durer plusieurs mois. Et c'est très difficile parce que vous êtes en situation de crise permanente, parce que les attaques sont des attaques personnelles, la justice s'en mêle, le monde politique s'en mêle. Et quand vous êtes, comme je l'étais, moi, vice-président de la fédération, vous êtes au quotidien dans une ambiance de crise, dans une fédération qui aussi, les collaborateurs s'interrogent. Donc tout l'environnement est très difficile. On a une petite parenthèse avec la Coupe du Monde parce que le jeu reprend l'ascendant. Il se trouve que l'équipe de France fait un parcours là aussi magnifique puisqu'elle va là en finale aussi de la Coupe du Monde en 2022, perdue au pénalty. Bon, et puis tout de suite après arrive la démission de Noël Le Graët et donc c'est à nouveau une période de crise qui s'ouvre à la fédération. Statutairement, le vice-président devient président. Et comme la directrice générale est mise de côté aussi, on me dit Philippe, tu vas être président, directeur général. Et donc je passe dans quelques instants d'un vice-président classique d'une institution comme la fédération à président, directeur général. Et donc je me trouve dans une situation, il faut quand même se remettre exactement dans le contexte, un président démissionnaire, une directrice démissionnaire, un plan de sauvegarde de l'emploi qui avait suscité beaucoup de troubles parmi les personnels de la fédération, une équipe de France féminine où la moitié de l'équipe ne veut plus venir jouer parce qu'elle est en guerre avec l'entraîneur, une équipe de France masculine où le capitaine avait refusé de faire des photos avec des partenaires de l'équipe de France. Donc, une situation qui est très sympathique et qui plonge l'institution dans une grande inquiétude et une grande difficulté. Ouais. Alors là, mais est-ce qu'avec tout ça, quand ça arrive, ce moment-là, quand tu comprends ce qu'il dit, quand tu vois que ça va être toi, est-ce qu'il y a quand même pas quelque part en toi, et c'est peut-être pas le premier instinct que tu aurais, mais tu dis juste... Waouh, je vais avoir géré ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis, c'est un peu comme quand tu es à 20 ans, quand tu es à Sciences Po, tu dis, c'est pour moi. Tu vois, ça, je pense qu'on a, en tout cas, si je me remémore bien, les choses, on n'a pas tellement le temps de réfléchir parce qu'en fait, on prend une vague d'emmerde. Ouais. Je me permets de... T'en avais quelques-unes. En truc, puisque... on se retrouve dans une fonction du jour au lendemain avec une fédération qui est fissurée, dont l'image est extrêmement ternie, et on a tout à gérer en même temps, y compris des choses plus dramatiques, puisque moi j'ai Florence Ardouin, que tu connais, puisque je suis le nouveau président, il m'appartient de l'appeler pour lui dire qu'elle est mise à pied. Donc ce qui n'est pas facile, parce que moi j'ai une bonne relation avec Florence Ardouin, et donc quand je l'appelle, elle a un malaise cardiaque. Et donc, elle me dit, je ne peux pas te parler, je te rappelle. Et en fait, elle a fait un malaise cardiaque. Donc, c'est pour ça que rien n'est facile et tout est difficile à ce moment-là, oui. Et donc, c'est ces années-là. Donc là, tu vas être président par intérim. Ouais. Tu vas gérer quand même beaucoup d'emmerdes, comme tu dis, une part après les autres. Et puis, c'est vrai que les médias... là aussi, c'est pas qu'ils s'en donnent à cœur joie, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Encore une fois, on va pas non plus victimiser le président. Je pense qu'il y a quand même, moi je pense en tout cas, je te demande pas ton avis, mais le mien c'est qu'il y a quand même des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se disent pas. Et là, ça dure combien de temps cet intérim ? En fait, la fonction à ce moment-là consiste à gérer les affaires courantes et à préparer une nouvelle élection. Et dans les plus brefs délais. Et donc, c'est ça, on te donne pas une date, on dit dans les statuts, c'est dans les plus brefs délais. Hein. À ce moment-là, il y a une partie du monde du football, notamment amateur, qui veut saisir cette occasion de trouble pour renverser, entre guillemets, la maison. Le pouvoir existant. Et il y a des tentatives pour convoquer une assemblée générale extraordinaire pour révoquer le comité exécutif et donc qui considère que je ne suis pas légitime et donc qu'il faut refaire des élections générales. Cette mouvance n'obtient pas le pourcentage nécessaire pour convoquer cette assemblée. Et donc, en juin 23,
je suis candidat non seulement à ce moment-là, non pas pour terminer mon intérim, et je me présente à la présidence de la fédération. Et là, je suis élu définitivement comme président de la fédération. T'hésites un moment. Même chose, est-ce que tes proches te disent, toi qui as toujours vécu d'un semi-anonymat, que tu aimes beaucoup justement, tu as une certaine retenue par rapport à ces choses médiatiques, tu as été président en effet ou directeur général d'une union, mais c'était pas toi qu'on voyait toujours en avant, c'est le président de la fédération, de la ligue. Là ça y est, là on te voit, tu fais les 20 heures, tu es à la tête de l'équipe, et c'est pas forcément ce que tu recherches en premier. T'hésites ou pas du tout? Non, là, j'hésite pas. Pour le coup, tu savais que c'était là. Là, j'hésite pas parce que la situation, elle est difficile. J'ai commencé petit à petit à la prendre en main, à trouver un certain nombre de solutions pour redonner à la fédération. Et puis, comme je suis dans le football depuis quand même quelques temps, j'ai aussi des idées sur ce que l'on pourrait faire. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas d'hésitation. Je souhaite me présenter. Avec ton programme. Avec les choses. Et donc, en juin 23... l'élection que j'ai me permet de finir le mandat de Noël Le Graët, et donc ça nous amène aux élections générales de décembre 2024, où là, il y a à nouveau des élections, mais cette fois-ci pour un mandat de 4 ans. C'est exactement dans ce mandat que tu es aujourd'hui. Oui. Et justement, à ce moment-là, il y a eu des... Alors là, c'est peut-être toi qui connais cette politique-là. Là, on est dans un monde éminemment politique. Il y a des coups bas, les gens essaient de faire tomber. Il y a des listes qui se créent, qui sont où il y aurait parti des mains invisibles derrière pour dire tu vas te faire essayer de... Tu gagnes, c'est compliqué au départ puisque tu gagnes pas à 4, comme tu le dis très bien, tu n'as pas gagné à 80%. Non. C'était plus complexe que ça. Mais quand même, tu as gagné. Donc à la fin, c'est ça. J'ai gagné, mais encore une fois, quand j'arrive à la présidence de la Fédération française de football, j'ai envie à la fois d'appliquer les idées que j'avais en tête et de dire jugez-moi sur mes résultats. Et quand j'arrive en décembre 24, on sort d'une année où on va établir le record de licenciés en France, 2,4 millions. On va avoir le record de féminines licenciées. On va avoir le montant de budget jamais connu par la fédération. Et donc, j'ai envie de dire, à ce moment-là, beaucoup de clignotants sont au vert. Et donc, je me sens légitime pour porter un programme pour les 4 années suivantes parce que durant l'année 23, puis ensuite avec cette échéance en 24, je pense avoir montré que la fédération a redressé son image, que les problématiques ont été... on a changé, l'équipe de France de féminine a retrouvé sa sérénité, ses résultats, les questions avec l'équipe de France A sont réglées, je règle ces questions-là, et donc on retrouve une forme d'apaisement, on retrouve une institution qui redevient crédible. Donc c'est important, on va rentrer vraiment ce qu'est une fédération, si tu veux bien, on va avoir d'une partie économique, mais déjà sur ce que ça représente. Moi je sais à quel point le sport amateur est important pour toi, même si comme tu dis très justement, ce qui est visible à l'extérieur, c'est souvent est-ce que l'équipe de France va gagner ou pas un tournoi, mais la beauté de notre sport et de ce sport, c'est que ça touche énormément de gens. Il y a un chiffre que j'adore, c'est que tu te retrouves en fait avec... c'est quoi, 95% de la population française qui a un terrain de football, c'est ça, à moins de 3 km d'où ils habitent, hein, c'est absolument. Ça. Donc c'est quand même, c'est le sport absolu dans la France entière. Le football, ça par son attractivité, est un énorme levier d'éducation, de cohésion sociale, partout sur notre territoire. Quand vous avez 2 400 000 personnes qui sont affiliées à votre association, si vous ajoutez les familles, ça veut dire que vous avez 15 ou 20 millions de Français qui, tous les week-ends, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par l'activité du football. De manière très concrète, en prenant leur voiture pour amener une équipe jouer, en lavant des maillots. Donc, ça veut dire que le football, c'est un jeu, mais pas que. À côté du football, il y a aussi une capacité d'épanouissement personnel. Tu dis, le principe, c'est que tu dis, tu as l'école, tu as la famille, moi je pense que toi, c'est le sport, mais toi en particulier, tu dis, le football par sa
une certaine domination, en tout cas par sa taille, en fait, et ce troisième sujet. Justement, c'est un point important parce qu'il y a eu d'autres sujets qui ont été abordés. Et moi, ça m'intéresse de t'entendre, toi, quand tu viens président de fédération et tu as d'autres sujets importants. Dans ces clubs-là, on a vu justement certains clubs qui pouvaient être portés, malheureusement, en tout cas, avoir des idées qui n'étaient pas les idées que toi et moi pouvons défendre. Quand c'est aussi important, justement, où les gens sont aussi attachés à leur club, comment tu arrives là aussi, comment tu vois cet extrémisme qui peut arriver d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, l'extrémiste, c'est pas plus loin. Ça a été des sujets qui étaient là aussi assez latents depuis des années, que tu as vu sortir, ou tu as vu une certaine nouveauté dans ces sujets ces dernières années? Bon, encore une fois, quand on a une communauté aussi large, toutes les problématiques qui sont dans la société, des questions de société, nous les retrouvons dans le monde du football. Les questions de valeurs de la République, de laïcité, les questions de transition écologique, les questions d'emploi, des questions de sécurité, d'incivilité, d'intégration. Tous ces débats qui agitent la réflexion en France, nous les avons dans le football. Parce que quand vous avez une aussi grande communauté, bien évidemment, je t'entends, mais est-ce que ces questions, nous les avons. Est-ce que tu impliques, ou un peu ce que tu as fait tout à l'heure sur l'homophobie, ou tu as fait des protocoles? Qu'est-ce que tu impliques juste la loi française? Quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais des idées lorsque je suis arrivé à la tête de la fédération et que je souhaitais les mettre en œuvre, parmi les idées que j'avais, c'était déjà en conceptualisant ce que pouvait être une fédération. C'est-à-dire de pouvoir dire, fédération, c'est en fait une triple performance. Performance sportive, ça tout le monde le comprend, gagner des matchs avec nos meilleures équipes et à tous les niveaux. Une performance économique, parce qu'il est nécessaire d'avoir une fédération qui économiquement est robuste pour pouvoir soutenir nos plans de développement. Et puis j'y ai ajouté, puisque j'ai créé une direction qui s'appelle la direction de l'engagement, c'est-à-dire une performance sociétale. Parce que, encore une fois, venir dans un club de football, pour une petite fille ou un petit garçon, c'est non seulement s'épanouir à travers le jeu, mais aussi il faut que nos clubs en profitent pour transmettre à ces jeunes des valeurs, une éducation, une chance, une capacité à s'épanouir. Et c'est pour ça que j'ai créé cette direction de l'engagement, pour prendre en charge ces questions-là et apporter un certain nombre de réponses concrètes, parfois difficiles, parce que, par exemple, lorsqu'on parle un exemple, par exemple. Par exemple, c'est poser la question des valeurs de la République et de la laïcité. Donc là, tu parles du hijab. Devait-on ou pas porter un voile lorsqu'on joue au football? Bon. T'as hésité, toi? Certaines fédérations, si tu prends le handball, tu peux avoir un hijab, donc si une jeune femme... Il y a eu, je dirais que la fédération française, là aussi, a été un moment un peu isolé, parce que d'autres avaient pris d'autres orientations. Moi, quand je suis arrivé, j'ai regardé les statuts de la fédération. C'est l'article 1. L'article 1, il reprend les dispositions de la charte olympique, en disant que le sport doit être un lieu de neutralité. Et que nous devons défendre le fait que, non pas en dehors, où chacun est libre de ses convictions, libre de son habillement, libre de son expression, mais que lorsqu'on rentrait sur le terrain, la seule différence qu'il devait y avoir entre les acteurs, c'était la couleur du maillot. Et donc moi j'ai défendu cette position qui impliquait effectivement de ne pas porter le voile sur le terrain. En dehors, il appartient aux autorités de l'État de régler ces questions-là, mais sur le terrain, ça doit être un espace de neutralité. Et nous avons été attaqués par un certain nombre de collectifs sur cette position-là, une partie de la presse. Et le Conseil d'État nous a donné raison. Et donc, nous avons pu établir une règle qui est respectueuse, encore une fois, des convictions des uns et des autres, mais qui fait que cet espace, ce rectangle vert du terrain, il doit rester neutre. Et depuis, je constate d'ailleurs que les autres sports sont venus s'aligner sur la position de la fédération, qui me paraît une position respectueuse à la fois de notre tradition, de nos textes, et qui permet à chacun de venir jouer au football, parce que tout le monde est bienvenu,
mais en respectant un certain nombre de règles qui sont édictées par nos statuts. On va continuer justement sur ce sport qui est tellement central toutes les semaines, tous les week-ends, pour mettre un peu en avant, je sais que c'est aussi très important pour toi, nos bénévoles, ceux qui tu en parlais tout à l'heure, celui qui va conduire une équipe, qui va laver un maillot, celui qui va être un arbitre, celui qui va être autour de ce... Donc ça, c'est aussi essentiel. Là. Vous avez combien ? C'est 400 000 bénévoles ? Près de 400 000 bénévoles. Parce qu'on imagine bien que pour organiser près d'1 million de matchs par an, si on n'avait pas ces gens qui donnent de leur temps, de leurs compétences pour organiser l'activité du football en France, on en serait incapable. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une pensée et une reconnaissance et une gratitude pour ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui consacrent leur week-end, leur semaine à accompagner une grande partie de notre jeunesse. Donc, merci encore de parler de ces bénévoles. Sur la partie sportive, toi, on parle évidemment beaucoup et on a parlé d'équipe masculine. Là, on parle de l'équipe de France, professionnelle, masculine. Mais j'ai envie ici qu'on parle évidemment de cette équipe féminine, puisqu'il y a quand même beaucoup de licenciés, plus de 300 000 maintenant. Tu t'en souviens On est aujourd'hui, nous, on a fait de la féminisation... un chemin clé pour vous. Une priorité. D'ores et déjà, on est aujourd'hui entre 240 000 et 250 000 licenciés féminines. Ça fait de la Fédération française de football et du football féminin le premier sport collectif en France. On s'est donné des objectifs importants. Moi, je souhaiterais qu'on en ait 500 000 à terme. Et pour ça, on met en place beaucoup d'initiatives pour faire en sorte que non seulement des joueuses, mais il nous faut des entraîneurs, il nous faut des arbitres et il nous faut des dirigeantes. Moi, aujourd'hui, le comité exécutif de la fédération, qui est d'une certaine manière le gouvernement du football français, il est paritaire. Et en 2028... Il n'était pas avant toi ? Il n'était pas avant, c'est le premier. Alors, pour le coup, je ne m'attribue pas plus qu'à moi, puisque ça a été une évolution législative qui fait qu'en 2024, on avons été amenés à présenter des listes paritaires. Donc, le comité exécutif de la Fédération française de football est paritaire. En 2028, nous avons des ligues régionales qui correspondent en gros aux régions administratives. Eh bien, là aussi, la parité sera dans les comités directeurs. Donc, il y a une féminisation des dirigeants du foot et il faut que partout, les femmes trouvent leur place au sein de notre fédération parce que c'est naturel de leur faire une place pour toutes celles qui sont passionnées par ce jeu et qui ont envie de le pratiquer. Et puis, c'est aussi... plus généralement, quand j'ai parlé de la performance sociétale, c'est aussi de dire qu'il n'y a pas de secteurs qui leur sont fermés. Moi, j'ai aujourd'hui, en gros, 10% de licenciés féminines. Il faut qu'on progresse pour faire en sorte que demain, partout, les femmes se sentent les bienvenues dans nos clubs, sachant que beaucoup d'entre elles sont déjà impliquées dans les bénévoles que j'ai. J'ai des dizaines de milliers de femmes. Et parfois, c'est elles qui n'osent pas franchir le pas. Et donc, il faut leur ouvrir les portes pour qu'elles puissent s'impliquer encore plus parce qu'elles sont les bienvenues. Tu parlais tout à l'heure d'économie. Donc, en effet, je pense qu'on peut faire toujours plus pour féminiser le sport et en particulier le football. On voit de plus en plus d'intérêt de la part des jeunes filles. Moi qui ai longtemps habité aux États-Unis, là-bas, c'est, comme tu le dis, à 6 ans, c'est normal c'est un des sports les plus... C'est pour ça que l'équipe de féminine américaine est si bonne que ça, parce que ça commence et c'est normal, c'est pas c'est pas quelque chose où les parents vont regarder bizarrement si tu mettais des enfants à faire du football. Ce qui peut être parfois encore un peu le cas en France, ça doit évoluer, c'est une évolution normale. Je pense que c'est vrai qu'on attend aussi cette première grande victoire française soit au championnat d'Europe, soit à la Coupe du Monde. Sur le budget, tout à l'heure tu parlais économique. Parlons un peu justement de ça. C'est quoi tu parlais tout à l'heure, donne-nous les chiffres pour que les gens comprennent que c'est pas une fois tous les 6 semaines quand il y a une équipe de France qui joue, c'est que c'est au quotidien et c'est costaud. C'est une équipe brillante. Et comment c'est quoi le budget de combien de personnes dans 400 tu disais tout à l'heure? Oui, il faut imaginer la fédération comme une belle PME. Aujourd'hui, à peu près 420 collaborateurs qui sont directement rattachés à la fédération, mais auxquels il faudrait ajouter évidemment tous ceux qui travaillent dans les ligues régionales, dans des districts, donc ça fait à la fin beaucoup de monde, mais 420 déjà au siège, c'est déjà beaucoup. On a présenté pour cette saison 25-26 un budget record
Donc on est à 300 millions d'euros de budget. Et on a tracé une trajectoire budgétaire qui va faire que dans les saisons qui viennent, on va encore continuer, je pense, à croître. Alors explique bien aux gens qui nous écoutent que déjà, on va aller voir comment tu fais ces 300 millions, mais déjà, ce qui est important, c'est que tu es une association. Ouais. Ce qui est important, c'est que cet argent-là, c'est pas plus de bénéfices pour Philippe Diallo, hein, soyons clairs. Non, mais c'est important que les gens aussi, il faut qu'ils comprennent. Ou il faut que tu nous expliques aussi où vont ces bénéfices. En fait, nous, quand je parle d'entreprise, en fait, ce qui nous peut-être différencie d'une entreprise classique, c'est que l'argent que nous réussissons à avoir, il repart pas dans la poche d'actionnaires ou sous la forme de dividendes, mais il est redistribué au football amateur. Il est redistribué à ceux qui organisent nos compétitions, à nos 12 000 clubs. Et donc, c'est cet argent qui vient faire en sorte que nous puissions avoir des championnats nationaux de N1, de N2, de N3, où on vient soutenir économiquement ces clubs, où on va pouvoir donner des indemnités aux arbitres, où on va pouvoir faire des formations pour les entraîneurs, pour les dirigeants dont je parlais, puisque tout ça, c'est des programmes de formation que la fédération finance. Et donc, tout l'argent, ces 300 millions, en tout cas une grande partie, repartent dans le football amateur pour l'irriguer et faire en sorte que le football continue à se développer. Les grandes lignes du budget. Là, tu dis ce que tu vas faire justement avec les bénéfices, mais quand tu remontes, donc sponsor maillot, télévision, raconte-nous un peu. L'essentiel de nos revenus, comme je le disais, en gros, nos revenus sont à 99% des revenus privés. C'est déjà ça qu'il faut avoir en tête, quand bien même nous ayons une mission de service public. C'est 1%. Nous avons à peu près, en direct, à peu près 1% d'argent public dans nos revenus. Qui finance quoi d'ailleurs ? L'argent public, il finance quoi ? Parce qu'on peut avoir, par exemple, des cadres techniques sportifs qui sont dans la fédération, qui nous sont mis à disposition par l'État. Financés par le gouvernement, donc, par l'État. On peut avoir des subventions pour des équipements. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement des relations qui sont avec de l'argent public. 99%. Mais l'essentiel, c'est de l'argent privé, alors qui vient de nos partenaires. Okay. Donc, très grande partie, ce sont nos partenaires. C'est-à-dire que quand les gens voient des partenaires autour de l'équipe de France, il faut savoir que ces gens-là, pour afficher leur marque, c'est pas gratuit. Eh bien, ils nous donnent des sommes. Tu communiques ces sommes généralement, on les communique pas parce que les partenaires ne souhaitent pas forcément les communiquer. Aucun n'a communiqué là-dessus. Donc, on donne pas généralement les montants, mais aujourd'hui, sur les sommes, on a, dans les belles réalisations qu'on a faites, on a réussi à faire un contrat d'équipementier avec Nike et on a, je pense, réussi à faire le contrat peut-être le plus important du monde. Et donc là, on connaît les chiffres. Hein. Je sais que les sommes, puisque vous les avez annoncés pour le coup. Ce sont des sommes très importantes. 100 millions par an. En tout cas, c'est ce qui. Je ne sais pas si ça a été validé ou. En tout cas, c'est ce qui. Je ne sais pas si c'est Nike ou vous qui l'avez dit, parce que le contrat d'avant était de 50 millions sur 8 ans, et donc à partir de 2026, vous avez donc un contrat à nouveau sur 8 ans où c'est 100 millions. Donc là, amène-nous avec toi. C'est toi qui allais négocier avec Nike. Tu as mis Nike en face de Adidas. Là, tu parles de l'entrepreneur qui est en toi. Bon, d'abord, on a des équipes, j'ai un directeur commercial, mais il se trouve que pour préparer ces contrats-là, moi, j'ai rencontré les patrons de ces grands groupes, d'Adidas, de Nike, des autres, des Puma, pour voir les grands patrons et voir leur intérêt, voir comment ils voulaient, pour construire avec eux un appel d'offres. Et ensuite, on a fait un appel d'offres et le vainqueur, à la fin, ça a été Nike. Et donc là aussi, il y a des responsabilités importantes parce que il se trouve qu'après la première étape, la question, c'était est-ce qu'on continuait. Donc, il faut prendre la décision d'aller plus loin. Donc, j'ai été un peu plus loin. Et donc, on a, je pense, obtenu un contrat qui est formidable et qui est peut-être le premier contrat aujourd'hui dans le monde avec un équipementier. Tu sais que tu devrais aller faire jouer de ton talent de négociateur pour la Ligue, pour la partie média. Je pense qu'il y aura un peu de travail. Il faut toujours garder que le sport, ça apprend beaucoup d'humilité. Il y aura un peu de travail. Mais donc là, c'est un tiers de ton budget. Donc, ce que tu dis, c'est que les autres du budget, donc c'est les diffuseurs, c'est ça? Après, on a tous les autres partenaires, puisqu'on a, nous, beaucoup d'entreprises qui sont nos partenaires. Donc, maillots, dans les enceintes, d'accord. Des
enceintes, les panotiques, voilà, qui s'attachent avec différents degrés à l'équipe de France. Tu en as des premiums, tu en as quelques-uns. Par exemple, on vient de créer un naming pour la Coupe de France qui s'appelle Coupe de France Crédit Agricole maintenant. Donc le fait d'ajouter son nom à la Coupe de France, c'est un peu d'argent en plus. Un peu d'argent un peu plus en plus. Et puis on a tous les autres. J'ai signé avec Orange il y a très peu de temps, avec un contrat original, puisque Orange a souhaité que 50% du montant du contrat aille spécifiquement sur les femmes. Donc là, on est sur le premier contrat paritaire, homme-femme, et puis tous les autres... Ça ne m'étonne pas, on a eu ici quelques semaines de ça, Christelle Edeman, qui est la présidente exceptionnelle d'Orange, ça ne m'étonne pas que ce soit quelque chose qui a été demandé par Christelle. Voilà, donc on a vraiment fait des choses, et donc on a la chance d'avoir d'abord des partenaires fidèles. Je pense au Crédit Agricole, par exemple, qui est partenaire depuis près de au moins 2 décennies auprès de les fédérations. Et donc ça, c'est très rural important. En plus, c'est important pour le Crédit Agricole. Des maillages parfaits. Et puis des nouveaux qui nous rejoignent. On va faire toute la liste. J'aurais dû te demander la liste avant, mais c'est pas pour les mettre en avant. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a les partenaires. On a une partie de droit audiovisuel. Ça, c'est les matchs de l'équipe de France que vous pouvez voir. C'est encore important ou c'est... Ça reste quand même important. Ça reste important. On a la Coupe de France, qui est aussi des droits qui sont difficiles à vendre. Plus difficile à vendre en ce moment. Difficile à vendre compte tenu de l'état du marché audiovisuel. Nous avons du merchandising parce que les gens peuvent acheter aussi des maillots, par exemple. Vous touchez quand même quelque chose sur les maillots en plus du contrat. Vous avez un peu. On a des royalties. Quand vous vendez plus de temps. On a des maillots. On a des maillots et donc on a des royalties qui nous sont données. Les places, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours eu un gros sujet pour la fédération de rugby et la fédération de négocier avec le Stade de France. Ça aussi, ça fait partie aussi des réalisations qu'on a faites, puisque on joue au Stade de France avec l'équipe de France et la finale de la Coupe de France. Bon, l'État avait décidé de faire une nouvelle concession après les 30 premières années. Nous, dans ces 30 premières années, on a été dans une situation très insatisfaisante, puisqu'en fait, pour faire très simple, quand on jouait au Stade de France, quand bien même le stade était plein, on perdait de l'argent. Donc, nous avons mené une négociation longue avec le concessionnaire, GL Events, et on a trouvé un accord. Donc, je vais très concrètement signer le contrat dans certainement les jours qui viennent pour que l'équipe de France, la finale de la Coupe de France, retrouve à se faire au Stade de France et dans des conditions économiques qui ont été sensiblement améliorées. Donc ça fait partie aussi évidemment de nos revenus. Et puis, j'ajoute les licences de nos pratiquants. Alors, c'est combien une licence aujourd'hui d'un pratiquant? Les licences, en fait, la fédération, c'est la seule, je crois, qui a fait ça, a délégué l'édition de ces licences à ces structures déconcentrées. Et donc, nous, la fédération, on touche 2,50 € par licence. Parce que c'est le district, qui va gérer. Tout le reste est laissé à nous. Donc, globalement, le montant des licences en France, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros. Okay. Et donc, et nous, on touche là-dessus, on touche 8 à 9 millions un peu plus dans ces cas-là. Donc, tu avais 2 millions, je crois, de licenciés. On a 2 400 000, 500 000 licenciés. Donc, si c'est 2 € par, c'est un peu... Bon, en tout cas, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que... Mais est-ce que tu mets quand même une limite est-ce que la licence elle doit être le même prix quand même si je suis à Ajaccio ou si je suis à Dunkerque? C'est pas tout à fait le cas. Parce que chaque organe déconcentré, c'est-à-dire nos ligues régionales, nos districts, ont une capacité de fixer leur propre tarification. Et donc, c'est un petit paradoxe, parce que si on joue au football à Biarritz, on n'a pas forcément le même prix de licence lorsqu'on joue à Strasbourg. Donc c'est quelque chose que je regarde quand même. Tu fais attention quand même. Oui, mais il faut, là, c'est un peu des questions un peu techniques, juridiques, c'est... les rapports entre la fédération, ses ligues et ses districts. Et il faut que la fédération retrouve justement une forme d'autorité qui lui permette de réguler un droit qui est le sien. Je pense que les gens comprennent assez bien juste cette partie donc budgétaire, négociation. On voit que c'est quand même t'es dans les tranchées sur beaucoup de sujets. Sur la partie plutôt sportive. Donc là, on a parlé tout à l'heure l'équipe féminine, l'équipe masculine qui est, on va dire, le vaisseau amiral sur ce sujet-là. Toi, comment tu vois est-ce que tu as une certaine distance par rapport à ça? Une fois tous les X années, tu choisis ou tu fais partie des gens qui choisissent un sélectionneur et puis après
le sujet sportif, ce n'est plus le tien, c'est celui du sélectionneur. Est-ce que tu as une vision différente de cette approche ? Et raconte-nous pour les gens, encore une fois, puisque là, on a un sélectionneur qui a un succès phénoménal depuis maintenant des années, qui a annoncé qu'il terminait sa propre trajectoire avec l'équipe de France. Comment ça se passe ? On ne va pas se poser la question. Je pense qu'on sait tous ce qui reste d'arriver après. Mais le sujet, c'est comment ça se passe normalement dans la sélection ? Est-ce que c'est le grand chef, le grand Manitou qui dit « j'ai décidé ça ». Est-ce que c'est proposé au conseil d'administration ? Comment ça se passe, cette gouvernance sur les entraîneurs ? Bon, Ou pour le féminin d'ailleurs, ça s'est passé, donc c'est un peu la même chose. Ça dépend un peu des équipes de France. En fait, on a, selon les équipes de France, parce que les gens pensent à l'équipe de France A, garçons, mais moi j'ai 23 équipes de France. Féminines, de futsal, de footnet, il y a tout un tas de pratiques autour du football. Sur toutes les équipes de jeunes masculines, il y a, j'irai au quotidien, Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg, qui est aussi membre du comité exécutif de la fédération, qui a un œil sur toutes ces sélections de jeunes. Et donc, s'il y a des changements, on va le faire en dialogue, d'abord à deux, et puis ensuite on l'élargit pour pouvoir choisir. Ensuite, sur l'équipe de France féminine, j'ai confié une délégation à Jean-Michel Aulas pour s'occuper, compte tenu de son expérience et de ses réussites, du sport du sport féminin. Hein. Donc là aussi, il y a dialogue pour pouvoir choisir la bonne personne, sachant qu'à la fin, c'est des salariés. Donc le contrat de travail, c'est le président qui le signe. Et donc, à la fin, la décision finale, elle revient au président. Et donc, pour l'équipe de France A, c'est un peu particulier, puisque c'est la responsabilité, c'est la responsabilité du président de la fédération d'avoir un lien avec le sélectionneur de l'équipe de France A, et donc de choisir celui qui a l'honneur de pouvoir diriger les Bleus. Donc là, les choses... moi, quand je suis arrivé, Didier Deschamps était en poste, il avait un contrat. Malgré une partie de la Vox Populi qui souhaitait qu'on s'en sépare, j'ai toujours pensé que c'était un immense sélectionneur, peut-être le meilleur sélectionneur de l'équipe de France depuis sa création. Donc on a respecté son contrat et il a pu poursuivre sa mission avec des très beaux succès et avec un dernier challenge qui sera la Coupe du Monde aux États-Unis cet été. Et donc ça, toi, est-ce que tu as quand même un regard ? Tout à l'heure, je disais que... Vas-y. Juste sportivement... je pense qu'il faut... Moi, je suis président, je ne suis pas sélectionneur et je ne suis pas entraîneur. Et donc, moi, j'ai des échanges réguliers avec Didier Deschamps. Je peux lui poser des questions sur les choix qu'il opère pour m'éclairer. Mais je n'interviens pas dans la liste, par exemple, qu'il présentera au mois de mai. C'est de sa responsabilité de sélectionner les 26 joueurs qui lui paraîtront les plus aptes à porter les couleurs de la France. Et donc ça, il le fait en toute indépendance, même s'il m'en tient informé. Moi, ce que je dois réaliser, c'est de le mettre, lui et son équipe, dans les meilleures conditions de préparation pour ces grandes échéances. Et donc moi, en tant que président de la fédération, toujours en lien avec tout son staff, c'est de prévoir tout ce qui va être la logistique d'accompagnement de l'équipe de France. Par exemple, pour être très concret, l'équipe de France a été visiter un certain nombre de camps de base aux États-Unis et à ce moment-là me dit, voilà, président, nous, on pense que le mieux pour nous, ça serait d'être là. Il n'y en avait aucun. Ceux qui étaient prévus par la FIFA, tu as dû sortir de ceux qui avaient été de la liste de la FIFA. Donc on est sorti, donc on en a choisi un. Et donc c'est un peu comme ça dans toute la préparation. Et donc évidemment, c'est pour ça que je disais qu'il faut une fédération robuste. Parce qu'il y a les exigences du sportif, mais il faut avoir les capacités de répondre économiquement à ces demandes. On avait ici à ta place quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gérard Saillant, que tu connais, qui est un grand médecin, qui a aussi un entrepreneur, qui a monté cet Institut du cerveau. Et quand il était médecin, un grand médecin Pitié-Salpêtrière, il a décidé, à 60 ans, il avait décidé ça 10 ans avant, en disant juste, à 60 ans, je fais autre chose. Alors il ne s'est pas arrêté, parce qu'il a monté l'Institut du cerveau. Mais j'aimais bien est-ce que toi, quelque part dans ta tête, tu dis, il y a quand même un moment ou un autre, où j'ai vu avant moi
justement un président où tu te dis, tu es tout jeune toi, donc c'est pas le sujet, mais tu te poses quand même un tout petit peu ça, ou pas du tout. En gros, globalement, tu vis le moment, tu dis, tu as énormément de choses à faire, ou c'est pas le sujet aujourd'hui. Je pense que, moi, je pense qui me concerne, c'est plutôt le fait moi, dès mes études, on parlait, j'avais des amis, par exemple, qui sont devenus journalistes. Voilà. Et moi, j'ai été pigiste, donc je connais un peu ce métier. Je sais. Mais je considérais qu'ils étaient dans un poste d'observateur. Et moi, je voulais être un acteur. Ouais. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, à la tête de la Fédération française de football, moi, j'ai envie d'agir parce que j'ai des idées. Je pense que le déclic dont tu parles viendra si un jour je me dis « j'ai plus d'idées ». Et donc, en fait, quand tu n'as plus d'idées ou tu n'as plus de volonté de faire bouger les choses, ça veut dire que tu es en place pour rester en place. Et c'est peut-être là que le déclic doit se faire pour céder à quelqu'un la place pour qu'il ait peut-être un dynamisme qui soit plus fort. Mais il faut que tu aies des gens autour de toi qui ne soient pas totalement affidés, ce qui est parfois le cas. D'ailleurs, en politique, je ne parle pas d'une fédération. Et quand ton premier cercle est là uniquement à applaudir, parfois, ça peut être plus compliqué. Parce que parfois, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi créé... Tu as gardé une partie des équipes, mais tu en as aussi amené... Moi, j'en connais un certain nombre qui ont été... Tu as certainement gardé les meilleurs, tu as fait venir des nouveaux, tu as mis du sang frais. Donc, tu as aussi, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 2023 quand tu as pris par intérim, là, tu as choisi ton équipe. On commence petit à petit. Moi, je pensais, quand je suis arrivé, qu'il ne fallait pas ajouter de la brutalité à des équipes qui étaient déjà meurtries. Oui. J'ai parlé d'un plan de sauvegarde de l'emploi et tout un contexte où je pense que les gens étaient meurtris. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait faire évoluer les choses beaucoup plus en souplesse. Je prends un exemple. Quand je suis arrivé à la tête de la fédération en janvier 23, donc il y avait 15 directeurs, hommes. Aujourd'hui, 3 ans après, il y a 6 directrices. Et donc, on a fait évoluer, par exemple, sur la féminisation, en faisant venir ou en faisant la promotion interne de femmes au sein de notre comité directeur. Voilà, je pense que c'est ces évolutions en souplesse qui devaient être faites à la fédération. On va terminer sur l'équipe de France parce qu'on a encore quelques questions amicales pour toi. Quoi que tu puisses faire, d'après toi, ces budgets incroyables, le fait qu'il y ait le monde est apaisé, tu as réformé des choses qui sont réformées, le foot amateur continue à déployer, à faire les choses aussi bien que ça. Et si tu perds au premier tour, dans les 2 prochaines Coupes du Monde, est-ce que tu penses que malgré tout le bien que tu fais à côté, tu penses que ça pourra avoir un impact sur ta présidence ? Je pense que forcément, même si c'est un peu dur quand même. Là, je pense qu'encore une fois, ceux qui connaissent et qui sont de l'intérieur pourront avoir un jugement différent puisqu'ils verront tout ce qui a pu être fait. C'est eux qui votent, je veux dire. C'est eux qui votent. Ce qui vote d'ailleurs, c'est... c'est un très large collège électoral. Il y a pratiquement 12 000 électeurs. 12 000 électeurs c'est-à-dire tous les clubs amateurs, tous les clubs pros, président de ligue et de district. Donc, c'est un très large collège électoral de près de 12 000 votants. Donc, c'est très démocratique. C'est très démocratique et très large. Mais, encore une fois, pour le grand public, pour les Français, et puis il y a une forme d'injustice peut-être, mais un président de fédération, il est jugé en grande partie sur le résultat de l'équipe de France à l'Euro ou à la Coupe du Monde. C'est ça. Donc, si vous êtes vainqueur de la Coupe du Monde, tout le monde trouve que c'est formidable et que vous êtes un grand président. Si le résultat n'est pas celui-là, on pense qu'il y a un problème. Alors même que cette vitrine qui est indispensable à la réussite du football français ne représente en fait que 5 à 10% peut-être de l'activité globale de la fédération. Et on n'espère pas, et on sait que ce ne sera pas le cas, on sait qu'on va soulever une nouvelle coupe à la Coupe du Monde. Justement, parlant de ça, c'est pour qui, pour toi, qui est spécialiste, qui est amoureux du football, qui est spécialiste, qui a joué, c'est quoi pour toi le grand concurrent pour la Coupe du Monde ?
Moi, je pense qu'on fait partie d'un panel de 6-7 équipes qui peuvent avoir l'ambition d'aller au bout. Aujourd'hui, on voit que la péninsule ibérique, avec l'Espagne et le Portugal, me semblent deux nations extrêmement armées. L'Espagne domine depuis déjà quelques saisons. Ils sont le vainqueur de l'Euro. Ils étaient en finaliste encore de la Ligue des Nations. Cette partie-là. Donc je pense que ça fait partie de concurrents très importants. Une Argentine vieillissante, tu penses que c'est... L'Argentine, ça sera peut-être une Argentine sans Messi. Ouais. Donc ça restera un concurrent redoutable, mais peut-être pas avec la superstar et le super génie que pouvait être Messi. Qui tu verrais d'autre ? Et après, il y a les grands concurrents traditionnels. Je pense que l'Angleterre, qui court depuis 66 après une Coupe du Monde, est évidemment à la recherche, elle aussi, de ce trophée. L'Allemagne, après un creux, est en train de revenir. Et si tu devais mettre, moi je mettrais un billet sur celui-là, ce serait qui ? C'est le Maroc aujourd'hui ? Moi je suis très heureux de voir le Maroc. On voit que l'Afrique aussi, avec le Sénégal, avec le Maroc... évidemment, tu vas me dire le Sénégal, évidemment. Sont aussi des nations. Le Sénégal, c'est le champion d'Afrique qu'on rencontrera d'ailleurs le premier match. Voilà, et donc la France fait partie de ces 6-7 nations qui peuvent avoir l'ambition d'aller au bout. Mais c'est très difficile, il y a 8 matchs, et pour aller au bout, il faut gagner ces 8 matchs. Et on sait bien que c'est très difficile, il y a très peu de nations qui ont gagné la Coupe du Monde. Et qui l'ont gagné 2 fois. Et qui l'ont gagné encore moins. Et 3, alors là, ça serait... C'est dans quelques mois. On continue sur une autre question amicale. Quelqu'un qui a été important, et tu vas nous expliquer pour toi, quelqu'un qui te laisse un message, qui a été important pour toi dans ta carrière dans le monde du football. On écoute une question de Gervais Martel. Bonjour Philippe. Écoute, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à toi en direct. Et de dire que j'ai eu beaucoup de plaisir, évidemment, à te rencontrer d'une part et à vivre ces belles années au sein du CPF où on dirigeait ensemble l'institution et toi avec beaucoup de brio et le reste de ta carrière, évidemment, ne m'a pas du tout étonné. Et je voulais avoir ton sentiment un peu sur l'évolution du foot tel que tu la sens aujourd'hui, notamment dans les années à venir par rapport à la Ligue professionnelle de football, ce qui est assez compliqué aujourd'hui. Et comment la fédération, vous pouvez vous inscrire pour aider le football professionnel français qui en a bien besoin. Bonne journée à toi Philippe, ciao. Donc raconte-nous un peu votre histoire avec Gervais Martel, donc historique du football français. Bon, moi j'ai beaucoup à la fois d'admiration, de sympathie et de respect pour Gervais Martel. Ça a été mon président à l'UCPF, il était président du Racing Club de Lens, il a été champion de France avec le Racing Club de Lens, il a joué la Ligue des Champions. Il s'est investi parce que c'est un passionné. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance à nouveau de le côtoyer et d'être à ses côtés, parce que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et puis, et encore une fois, c'est des hommes d'une chaleur et d'une passion extraordinaire. Et donc, j'ai passé de formidables années avec lui et je continue à le côtoyer et je suis très heureux, évidemment, à chaque fois que je peux le rencontrer à nouveau. Sur l'évolution du football en général et du football professionnel, il y a 2-3 choses importantes, me semble-t-il. Si on parle de la France, je pense qu'aujourd'hui, la Ligue de football professionnel est arrivée au bout d'un cycle de gouvernance dans ses instances. Depuis la Covid, elle a subi un certain nombre de chocs, pas toujours de son fait d'ailleurs, mais qui l'ont mise à mal. D'abord à mal financièrement. Et qui, je pense, ont révélé qu'il était nécessaire de moderniser toute cette gouvernance. C'est pour ça que, au printemps dernier, j'ai proposé une concertation avec les clubs pour imaginer un futur nouveau. Il en est sorti une proposition de réforme radicale de la gouvernance du foot. C'est-à-dire de passer d'une association de 1901, la Ligue actuelle, à une société commerciale dans laquelle les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 seraient actionnaires pour les responsabiliser directement et avec comme mission de faire prospérer la Ligue. D'avoir au-dessus d'eux des managers, non plus élus comme aujourd'hui, mais recrutés sur leurs compétences pour manager de manière indépendante la Ligue. Et donc, c'est ensemble de managers indépendants. Et la relation avec la Fédé ? Et la fédération aurait une action de préférence
les Anglais disent une golden chair, au sein de cette société pour être le défenseur de l'intérêt général, de la discipline. Donc tu pourrais... quel serait ton rôle de fédération par exemple? Tu pourrais faire arrêter quelque chose? Tu aurais un droit de regard fort? Absolument. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre le sport professionnel et la ligue professionnelle, qui doit être le lieu du foot spectacle, qui doit générer des revenus, et une fédération qui doit être en charge, elle, de l'intérêt général à travers un droit de veto qui lui permettrait de dire on ne peut pas aller au-delà de cette limite. Et donc qui devrait être consulté pour donner son avis sur les principales questions de l'évolution du football. Donc je te donne un exemple. Si ça avait été existé, c'est le principe anglais que tu précises ici, c'est comme ça que se passe là-bas en Angleterre. Ça aurait été comme ça, il y a 5 ans de ça, tu aurais dit, on t'aurait proposé un contrat Mediapro, qui est le début de la fin, un des débuts de la fin. Dans ce cas-là, tu aurais pu dire, regardez-le 2 fois. Ça aurait été un de tes rôles de dire, vous regardez 2 fois, on n'est pas forcément d'accord avec ça? Je pense qu'il faut conserver l'autonomie de fonctionnement de la Ligue. Et donc, il ne s'agit pas de s'immiscer au quotidien dans sa gestion. Ça, c'est essentiel, ça. La fédération devrait pouvoir avoir son mot à dire sur les principales décisions. Donc, ça va du format des compétitions, du nombre de clubs relégués, peut-être de la nomination d'un certain nombre de dirigeants, ou sur les principales décisions qui pourraient intervenir, parce que c'est, entre guillemets, cet équilibre entre la liberté et la responsabilisation des clubs et une autorité fédérale en charge, ce qu'on appellerait le régalien, et qui doit, à travers ce droit de veto au sein de la société commerciale, pouvoir avoir la capacité de dire on ne souhaite pas que ça se fasse parce que nous considérons que c'est contraire à l'intérêt général de la discipline. C'en est où de cette proposition? Cette proposition, elle a été votée. C'est une vraie réforme. Hein. C'est une vraie réforme, forte. Elle a été votée le 10 juin 2025 au Sénat, à la quasi-unanimité, unanimité moins une voix. Donc, vous voyez que c'est un projet transpartisan. Et nous attendons l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour que l'ensemble du texte législatif ait été voté. Pourquoi ça prend tant de temps? D'abord parce que la situation politique de la France, ce texte devait venir à l'automne 2025, ça n'a pas été possible avec les changements de gouvernement. Ensuite, discussion budgétaire. Ensuite, embouteillage du calendrier parlementaire, si bien que ce texte n'a pas eu la possibilité d'être inscrit. Mais je pense qu'il est fondamental et il est urgent de pouvoir le voter définitivement pour mettre en œuvre cette nouvelle réforme de la gouvernance du football professionnel. On continue ce parcours avec toi. On va faire une pause flash. La pause flash, Philippe, c'est simple. Je vais donner un mot et tu dois réagir sur ce mot. Le plus rapidement possible. Ça te dit quelque chose, ça t'évoque quelque chose. Tu me donnes une phrase. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, on y va. Coupe du Monde 2022. La reprise de volée de Mbappé pour marquer. La finale. Finale en finale. Là, on pense qu'on a gagné là. Hein. Qu'on est reparti en tout cas. J'avais la chance d'y être. J'étais avec mon ami Marc Keller à mes côtés. On avait quasiment pendant 70 minutes le nez sur nos chaussures tellement on ne reconnaissait pas l'équipe de France. Et Kylian, à ce moment-là, et c'est le mérite d'être immense joueur, il a changé le match. Il a changé de match par des attitudes, parce que le but il est très difficile pour ceux qui ont joué au football. C'est pas une reprise de volée simple, parce qu'elle vient de derrière lui, donc il faut vraiment l'embarquer pour la mettre au fond. Et je pense que, et c'est toute la différence avec les très grands joueurs, 9 joueurs sur 10, ils auraient contrôlé le ballon, ils seraient peut-être ressortis de la... Et lui, il la reprend comme ça instantanément. Et ça, je trouve que c'est la marque du génie. Ça nous remet à ce moment-là totalement dans cette finale. Pouvoir. Pouvoir. Qu'est-ce qui te fait cette penser à quoi? À quelqu'un, un nom, un prénom Pouvoir, ça me fait penser à celui que j'exerce aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on est président d'une fédération telle que la mienne, on exerce un pouvoir. Et c'est un sujet de réflexion. Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, c'est un immense président de club.
Et aujourd'hui, quelqu'un qui, par son expérience, m'accompagne dans ma mission. Tu me fais des phrases à chaque fois. Tu peux me dire un mot. Ah bon C'est comme tu veux, c'est comme... Mais un mot. Un qualificatif que tu imaginerais. On continue. PSG. Qualificatif. PSG, champion d'Europe. Tu sais qui dit, hein, et notre ami commun Victoriano dit, de la premier champion d'Europe de la nouvelle formule de la Coupe des Champions. Il est dur avec nos amis marseillais. Ah ouais. Clairefontaine. Clairefontaine, je dirais innovation. Thierry Henry. Star. Hervé Renard. Hervé Renard. Chemise blanche. Chemise blanche. Non, bien plus que ça. C'est plus que ça. L'Afrique, pour moi, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est vrai que ce serait un qualificatif qui lui irait bien. C'est dommage, parce que c'était... C'est Renard l'Africain. Et il a fait... C'était pas loin. Hein. Je pense qu'il a beaucoup apporté à l'équipe de France féminine lorsqu'on l'a recruté. En visibilité aussi. Hein. En visibilité. Comme Thierry Henry avec les espoirs. Hein. Je me rappelle, on a fait le quart de finale en Australie de la Coupe du Monde qu'on perd au pénalty encore une fois. Derrière, on fait la finale. C'est la seule finale d'ailleurs de l'histoire de l'équipe de France avec Hervé Renard, la finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne. Et puis ensuite, une vraie déception, c'était le quart de finale des Jeux Olympiques. On parlait de Thierry Henry, juste. Pour toi, quand on dit une star, il a tous les attributs. Voilà, c'est une star, c'est pas simplement un bon joueur ou un très bon joueur de football. Il est au-dessus. C'est quelqu'un qui a, par ses attitudes, par son leadership, par sa façon de se comporter, l'attitude d'une star. Moi, ma question que je me pose, c'est est-ce que tu seras encore président quand il prendra la suite de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur de l'équipe de France? Mais moi, j'ai eu la chance déjà de le nommer, puisque aux espoirs, c'est toi qui l'as. Avec les espoirs. Et par exemple, ça, c'est un des très bons souvenirs de la présidence. C'est-à-dire, malheureusement, on a perdu encore une fois en finale. C'est tout le parcours qu'on a fait avec lui au JO. Perdu en finale. Voilà. Mais quand même finale. Vouvoiement. Vouvoiement, je pense que c'est... Tu peux le dire. Moi, je ne tutoie que, donc je fais que tutoyer, donc je sais que je suis pas... Je suis désolé de tutoyer. Mais pas du tout. Le vouvoiement, je trouve que c'est une vraie politesse. Je sais bien que c'est quelque chose qui a tendance à disparaître, puisque tout le monde se tutoie. Et derrière ce tutoiement, parfois, il y a une fausse proximité. Et donc, c'est pour ça que je trouve que le vouvoiement, c'est quelque chose qui, encore une fois, s'efface, mais parfois à tort, parce que, on parle de la vie professionnelle, tout le monde se tutoie un peu, mais ça n'empêche pas la nature des hommes d'être... Et donc, parfois, le tutoiement et cette distance, je trouve qu'elle est pas entre guillemets illégitime, ou en tout cas, elle devrait persister. C'est une forme de politesse et de respect par rapport aux personnes que nous avons en face. Moi, je suis vraiment désolé que non, mais je suis... moi, c'est pas moi, j'assume. Moi, tu sais quoi, c'est l'inverse. Moi, je pense que le tutoiement, c'est un tutoiement citoyen. Ça a été mis en place en 1992. Alors, tu me dis, c'est comité de salut public. Mais justement, ça met tout le monde au même niveau. Donc, moi, j'ai une vision un peu différente. Oui, mais peut-être. Hein, mais les policiers n'aiment pas trop. Hein, je ne dis pas, encore une fois, c'est même ça qui l'emporte aujourd'hui. Mais ce que je dis simplement, c'est que ce tutoiement généralisé crée la petite distance entre, justement, ce passage du vouvoiement au tutoiement, qui était une étape qui montrait qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Et peut-être d'ailleurs que c'est aussi un des éléments complémentaires de l'américanisation de la société française. Qui est pas sérieusement une très bonne chose. Voilà. Mais j'espère qu'après maintenant 1h30 ensemble, ou le temps qu'on a passé ensemble, on a eu créé cette proximité qui permet qu'à un moment donné, tu pourras me tutoyer. Je ne le disais pas pour toi. Ça y est. Nasser Al-Khelaifi, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi un mot pour Nasser? Pouvoir. Ah tiens, politique. Politique. Ça devrait être une noble chose. Football amateur. Passion. Didier Deschamps. L'exigence. Zinedine Zidane. Le génie. On va continuer et on va bientôt arriver à la fin de ce moment-là ensemble. Mais j'avais
une autre pause amicale que j'ai demandé. J'ai la chance de connaître quelques autres présidents de fédération qui ont la même passion que toi pour leur sport, qui sont des amoureux, qui décident et qui dédient une partie de leur vie et de leur temps personnel à faire que leur sport soit représenté. Je parle de Stéphane Nomis dans le judo. Et là, c'est Florian Grill, le président de la fédération de rugby, qui est un sport qui, dans le sud-ouest qu'on adore et qui est quand même le sport, un des sports numéro 1, je veux dire que le foot également. On écoute la question de Florian. Bonjour Philippe. On partage ensemble l'idée que le sport est aussi un levier de transformation de la société, que notre rôle, il est bien sûr sportif, mais il est aussi éducatif et citoyen. Et je sais que tu mènes beaucoup d'actions là-dessus, même si, paradoxalement, le monde politique ne voit pas ou n'utilise pas à plein tous les leviers qu'on peut représenter pour apprendre des valeurs, de respect, de solidarité, d'esprit d'équipe à la jeunesse. J'aimerais vraiment t'entendre parler là-dessus. Et puis, je profite de ce petit message pour te féliciter de ton action à la tête de la 3F. Merci, Florian. Ouais, c'est cool. Merci, Florian. Moi, j'ai des relations avec mes homologues des autres fédérations, avec Florian, parce qu'on a tous les mêmes contraintes avec des échelles différentes. Et Florian a pris la fédération de rugby dans des conditions au moins aussi difficiles que les miennes, avec des grosses difficultés financières. Et il a accompli un travail formidable de redressement de la fédération de rugby, et puis avec des succès sportifs. On l'a encore vu il y a quelques jours avec ce match incroyable contre l'Angleterre, où l'équipe de France a gagné le tournoi Destination. Mais parmi les échanges que nous avons, et il l'a très bien dit, c'est le sport, c'est un levier de transformation de la société. Et malheureusement, effectivement, et je le rejoins, insuffisamment pris en compte dans les politiques publiques. On a aujourd'hui une grande partie, voire de la jeunesse, qui est dans nos clubs. Nous avons une capacité de faire émerger ou d'épanouir une grande partie de notre jeunesse. Et ce que nous faisons à un moment où le pays est fracturé, où la famille est parfois disloquée, où parfois l'école ne répond pas à sa mission pleinement, le sport est un des lieux de socialisation, un des lieux d'épanouissement importants dans notre société. Et il l'est non seulement, mais il devrait participer aux politiques publiques. Nous avons réalisé, alors je l'ai fait dans un autre cadre, mais une enquête sur les coûts évités grâce au sport. Et on a pu démontrer avec des universitaires, avec des spécialistes, que lorsque on investit 1 euro dans le sport, c'est 13 euros d'économiser par la société. Parce que faire du sport, ça veut dire être en meilleure santé. Ça a une influence sur les conditions de sécurité dans notre pays. On est meilleur à l'école. Nous, on a fait des tests, par exemple, entre 2 groupes d'enfants qui, les uns pratiquent du sport, les autres ne pratiquent pas de sport. Les résultats sont meilleurs lorsqu'on pratique du sport. Comment t'expliques que la chose publique, l'homme avec un grand H politique, ne voit pas ça, réduisent les budgets du ministère des Sports. C'est très court terme, ils sont toujours sur ce sujet de... C'est parce que peut-être qu'il y a plusieurs explications. Il y a d'abord une formation des élites, qui n'est pas forcément axée sur le sport. Tu viens des États-Unis, le sport a une plus grande place certainement dans le système universitaire que nous pouvons avoir, nous, dans notre système scolaire et universitaire. Donc il y a une question peut-être de formation et de sensibilisation au monde du sport. Je pense aussi que de manière très cynique, il n'y a pas d'électeurs qui votent pour le sport. Là, il y avait les élections municipales. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas sécurité, un mot. propreté, il n'y a rien sur le sport. Et il n'y a pas, parce que les gens ne votent pas pour ces considérations-là, alors même que c'est une partie intégrante de leur vie. Je disais tout à l'heure, peut-être 15 à 20 millions de Français concernés, ne serait-ce que par l'activité du football. Philippe, 2 dernières questions. Toi, la pause, puisque c'est le concept de cette émission, on vient d'en faire une, très agréable, où on a pu parler justement, échanger sur nos idées, notre vision. Tu aimes la faire où quand tu veux être avec toi-même ou avec les gens que tu aimes? Elle est où cette pause?
Elle est en Corse maintenant, elle est ailleurs, tu marches quelque part. C'est quoi cette pause, toi? Tu l'as fait D'abord, j'en ai très peu dans l'année. C'est déjà ça le premier sujet. C'est le problème. Et aujourd'hui, oui, je vais en Corse. Je vais en Corse. Et quelle partie? Haute-Corse, Corse du Sud. Plutôt Corse du Sud. Plutôt Corse du Sud. Voilà. Mais j'aime bien toute la Corse. Toute la Corse, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs fois le tour. Et c'est un des endroits absolument magnifiques. C'est magnifique, mais tu le sais très bien, parce que toi, tu passes beaucoup de temps dans les régions. Ouais. La France est tellement belle. Il y a plus de soleil peut-être en Corse. Mais tu sais, moi, par mes activités professionnelles, je suis amené à voyager beaucoup. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte de la chance non seulement d'être en France, mais de la beauté de ses paysages, de la beauté de ces villes, de ces régions. Il n'y a pas une région où on pourrait dire celle-là elle est plus belle que l'autre, parce que chacune a ses particularismes. Et qu'on soit en Bretagne, qu'on soit à Guétari comme je vois là, qu'on soit dans le Béron, qu'on soit en montagne, c'est vraiment un pays absolument magnifique. Dernière question, puisque maintenant tu viens de passer ce moment-là avec moi, est-ce que tu me conseillerais de contacter quelqu'un pour qu'il vienne justement faire cette pause à ce moment-là, que tu aimerais entendre, tu aimerais écouter? Tu dis juste, tiens, il faudrait que tu viennes là pour qu'il puisse avoir cette discussion. Qui tu me conseillerais d'inviter? Dans le sport ou en dehors? Oui, qui tu veux. Dans le sport Tu dirais, tiens, j'aimerais bien écouter un peu de temps avec lui, ce serait qui? Qu'est-ce qui... Quel est le nom qui pourrait me venir spontanément Attends, Zidane, on va attendre qu'il soit quand même électionneur. Non, ça pourrait être des gens, par exemple, des gens comme Thierry Henry. Oui. Parce que Thierry, c'est quelqu'un qui est un fan de foot, qui regarde un nombre de matchs incalculable et qui a une réflexion sur le foot. Et donc ça, c'est toujours intéressant de les entendre, parce que là, on a beaucoup parlé de tout ce qui est autour, mais le foot, c'est un sujet de réflexion. Moi, j'ai beaucoup regardé, écouté des gens qui réfléchissent sur le foot, sur son évolution du jeu, sur la façon dont il a un impact. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu lui-même et son évolution. Eh ben, on va inviter Thierry Henry pour qu'il nous raconte cette évolution. Voilà, c'est la fin de ce moment-là ensemble. Tout s'est bien passé? Merci Alexandre, parce que c'est un moment un peu décalé par rapport à ce que je fais d'habitude, un peu rare, puisque ce sont des échanges à la fois dans la durée et dans les thématiques abordées qui sont très différents de ceux qu'on a l'habitude de faire et des relations qu'on peut avoir avec le monde des médias. Donc merci beaucoup, parce que c'est un moment très agréable et je suis ravi de l'avoir fait. Et merci d'avoir joué le jeu et d'avoir été très transparent, dire ce que tu penses réellement un certain nombre de fois, et puis d'avoir partagé au plus grand nombre cette trajectoire assez unique. Et en fait, tu sais, moi je dis souvent que la chance existe, les chanceux n'existent pas. Donc, est-ce que tu as vraiment gagné l'auto? Je suis peut-être sûr, mais c'est que tu l'as, au bout d'un moment, tu en as fait quelque chose de ça. Donc, merci beaucoup pour ce moment-là ensemble. Merci Philippe. Merci. Et donc, continuons, et j'espère te voir dans les prochains sélectionneurs, on verra. Merci Philippe. Merci beaucoup Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.